Popcorn Club numéro 26. Aujourd'hui, on vous parle de Pirates des Caraïbes. Bonjour Vincent Toudini. Bonjour Caroline Poisson. Et pour parler de Pirates des Caraïbes, on a invité un habitué, Nicolas Stettenfeld, qui est attaché scientifique à la BILA, la Bibliothèque de littérature d'aventure. Tu me félicites de regarder d'avoir dit ça d'un très coup. bien. Et Julien Régibaud, qui est maître de conférences et assistant dans le département des sciences historiques à l'Université de Liège. Oui, c'est ça. Bonjour Julien, Bonsoir. c'est une première. Tout à fait. Alors Julien, peux-tu... on a aussi Siam, ma gentille stagiaire, qui nous admire ce soir. C'est sympa. Et qui fait des photos et des vidéos. Julien, c'est pour ta première. Peux-tu nous dire, déjà, direct, lance-toi, pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode avec vous aujourd'hui ? Alors, cet épisode s'inscrit en fait dans une série d'événements et avant tout un premier qui a lieu le 21 mai à Bruxelles, à la Bibliothèque Royale, qui est une journée d'études consacrée à l'histoire moderne dans la culture populaire de l'époque, donc de l'époque de l'histoire moderne, et la culture populaire du 21e siècle, voilà, où on interrogera la présence de l'histoire moderne dans les jeux vidéo, dans les films, dans les BD, etc. Et dans ce cadre-là, on a organisé avec la BILA et Réjouissance une projection à l'Université de Liège le 16 mai avant du premier Pirates des Caraïbes à la salle Goto à l'Université de Liège donc, et voilà, notre rencontre s'inscrit dans tout ça. Super. Mais donc notre épisode sortira avant le 16 mai. Si vous nous écoutez après le 16 mai, tant pis pour vous, vous avez raté une super soirée. Achetez le DVD alors. Mais tout d'abord, je voulais un tout petit peu situer d'où vient Pirates des Caraïbes, parce que souvent avec Nico, quand t'es invité, on parle de films adaptés de la littérature, adaptés de bouquins qu'on a lus quand on était petit, etc. Alors ici, pas du tout. Pas du tout. Pirates des Caraïbes, pas directement. Il va faire des liens quand même. Oui, mais c'est ça, je ne voulais pas spoiler ta présence parmi nous, mais évidemment, il y aura des liens à faire. Mais de base, Pirates des Caraïbes, c'est parti d'une attraction à Disney. Une attraction qui utilise le système audio-animatronique. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je l'ai découvert en préparant le sujet. Et surtout, à votre avis, est-ce que vous savez en quelle année est sortie cette attraction, à votre avis ? Est-ce que vous le savez, l'attraction Pirates des Caraïbes aux États-Unis ? Je crois que c'est 68. 67. Ah oui, wow. 67. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vieux, entre guillemets. Et ils ont attendu tout ce temps pour en faire un film. C'est ça. Donc au départ, c'était Disneyland de Californie, puis elle a été dupliquée. Et dans le parc de Shanghai, elle est plus récente. Et d'ailleurs, la technologie est plus récente. Il y a plus d'éléments du film parce qu'en fait, l'attraction a été faite après les films. Enfin, Je pense qu'à Paris, elle est relativement récente aussi, pas des années 90 ou un truc comme ça. Ouais. C'était mon attraction préférée quand j'étais petite. Je l'ai faite Comme maintes fois. Ce n'est pas que pour les garçons, on en reparlera. Donc voilà, ces films partent de base de cette attraction. Évidemment, Nico, tu seras là pour nous dire d'où vient l'attraction aussi, parce que ça ne vient pas de nulle part. Ouais. Mais d'abord, Vincent, peux-tu nous situer qui est le réalisateur de, d'abord, les 3 premiers films? Donc les 3 premiers films, c'est un nom que vous connaissez peut-être, puisqu'il s'agit de Gore Verbinski. J'aime bien son prénom. Ouais, mais qui vient, je crois, de Grégory à la base. Je crois que c'est évidemment, le mec s'appelle pas Gore, t'imagines? Le style, stylé quand même, si le mec s'appelle Gore pour de vrai. Mais il a fait le cercle, donc il y a moyen. Effectivement, donc j'allais y venir. Effectivement, lui, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître donc, en tant que réalisateur, c'est plutôt vers le début des années 2000. Et alors tout d'abord, avant de faire ce fameux film d'horreur qui est Le Cercle, il a opéré dans un registre plutôt comique en fait, puisque ses 2 premières réalisations, on a Le Mexicain, une espèce de comédie d'action avec Brad Pitt et Julia Roberts, et surtout son premier film en fait qui s'appelle La Souris. C'est une comédie genre slapstick, tu vois, donc qui joue énormément sur le fait que on va voir des violences physiques sur des personnages plutôt présentés comme des antagonistes. Et pour la petite histoire, en fait, là, en préparant l'émission, j'ai pas eu l'occasion de revoir ce premier film, mais je suis quand même allé voir la bande-annonce et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un film que je connaissais, que j'avais vu étant petit et que j'adorais quand j'étais petit. Finalement, vraiment un peu culte, mais j'avais complètement oublié que j'avais vu ce film. Il y a d'ailleurs un petit rôle de... comment il s'appelle Christopher Walken. Christopher Walken qui a un petit rôle dedans. Et donc je me suis dit que c'était important de le mentionner parce que l'aspect comédie, je pense qu'on va y revenir dans le traitement de Verbinski donc pour tout ce qui est Pirates des Caraïbes donc. Et donc comme le disait Caroline, c'est avec son 3e film, c'est en 2002 que là il va
connaître une espèce de succès international avec le remake de Ring, donc du film japonais éponyme. Du même qui est un super remake d'ailleurs, c'est quand même Ouais, assez ouais. rare pour le signaler. Oui, et qui va même lancer Ouais. d'ailleurs une espèce de mode, parce que The Grudge sera directement issu Ils auraient pu le s'arrêter remake, après Ring, mais... mais bon, c'est Oui, un autre sujet pour le popcorn peut-être. Et donc c'est ce succès qui va notamment l'amener à être approché par Disney pour cette fameuse adaptation en film de leur attraction. Et alors, mis à part un petit écart dans le registre de la comédie noire entre Pirates des Caraïbes 1 et Pirates des Caraïbes 2 avec Weatherman, avec Nicolas Cage, qui est un film que j'adore dans la carrière de cet acteur d'ailleurs, en fait, ce premier volet va être le début d'une longue collaboration avec Johnny Depp. Il va tourner 5 films avec lui, puisque après la saga de Pirates des Caraïbes, il va notamment tourner un film d'animation qui s'appelle Rango, qui est plutôt orienté dans le style western. Et un deuxième film, toujours dans le registre plus western, qui est l'adaptation d'une saga radiophonique des années 30, il me semble, qui s'appelle Lone Ranger. Qui n'est pas du tout connu en Europe, mais Ouais. je pense qu'il y a un petit côté culte aux États-Unis. Quoi. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. Et énorme bide d'ailleurs ce film Lone Ranger, puisque à l'époque, je pense qu'il y avait une espèce de méga métamorphose au niveau des studios Disney. Je crois qu'à l'époque, ils étaient à fond dans la post-prod de Avengers d'ailleurs, donc c'était vraiment, on était complètement dans un autre registre. Et Lone Ranger, énorme échec. Ce qui peut-être peut expliquer la raison pour laquelle pendant 4 ans après, on n'a plus entendu parler de cinéastes avant qu'ils reviennent pour un deuxième film dans le registre de l'horreur avec A Cure for Wellness. Et ça, c'était en 2017. A Cure for Life, non A Cure for Life, ça c'est la version Non francophone, c'est Ah, bizarre. d'accord, Ouais, d'accord. Ah oui, ça c'est arrive la traduction souvent, ouais, en français, c'est ça. c'est ça. Ouais. En français, avec des guillemets qu'on ne voit pas en podcast. Mais oui, c'est ça. Et donc, en fait, apparemment, donc, voilà, depuis ce film en 2017, il n'a plus tourné. Apparemment, il serait attaché à un projet de film récemment là, qui parle d'une intelligence artificielle rebelle qui est vraiment dans l'air du temps et qui s'intitulerait Good Luck Have Fun Don't Die. Et le tournage serait apparemment prévu pour cette année en Afrique du Sud. Donc, on se demande un petit peu ce que ça va donner. Ok, Voilà. écoute. Donc, monsieur Gore Verbinski, 2003, Pirates des Caraïbes 1, La malédiction du Black Pearl. Le scénario est de Ted Elliott et Terry Rossio. C'est eux qui avaient fait ensemble le scénario de Shrek ou des chroniques de Spiderwick. Je ne sais pas si vous avez vu les chroniques de Spiderwick, c'est un super chouette film. Voilà, c'est les mêmes scénaristes. Musique de Hans Zimmer, évidemment, on en parlera. Elle m'a cassé les couilles cette musique. Ah ouais Oh, on va en reparler, ça. Ouais, moi aussi. Bah, tu casses les couilles parce que tu l'as en tête H24 Oh, mon après. Dieu. Ah oui. ouais. C'est affolant. Donc, qu'est-ce qui se passe tout d'abord? On va pitcher ce premier film. Qu'est-ce qui se passe dans Pirates des Caraïbes numéro 1, La malédiction du Black Pearl. On est au XVIIe siècle dans la mer des Caraïbes. Et une jeune enfant, Elizabeth Swann, qui est la fille du gouverneur, elle va sauver de la noyade Will Turner après le naufrage de son bateau. Et on voit qu'elle voit, oh mon Dieu, c'est un pirate, mais elle le garde un peu secret pour elle. On voit qu'elle est plus grande, en vrai elle avait 17 ans l'actrice, je sais pas l'âge qu'elle est censée avoir dans le film. Elle est adulte, elle est courtisée par le commodore Norrington, mais on sent qu'elle n'est pas hyper intéressée parce qu'on sent que le petit Will est devenu Orlando Bloom. Bon, Legolas. insipide, inodore, incolore, mais bon, plutôt joli garçon. On sent qu'elle est quand même plutôt attirée par lui. Et à Port-Royal, donc on est à Port-Royal, il y a Barbossa qui est un pirate qui va attaquer Port-Royal et par diverses péripéties, je cherchais le bon mot, il va partir en mer en enlevant Elisabeth. Et donc Will, le gentil Will forgeron, donc le Will qui était, rappelez-vous, un pirate mais que personne ne le sait, va être aidé par Jack Sparrow, un pirate qui passait par là, qui est également à la poursuite de Barbossa, il faut suivre, de Barbossa qui a enlevé Elizabeth Swann. Ils vont se mettre ensemble pour aller la sauver parce que on comprend de manière pas très subtile que Jack Sparrow a compris que le nom de famille de Will, qui est Will Turner, ne sortait pas de nulle part et pouvait être intéressant pour lui et sa petite personne. Et partent donc à la poursuite de Barbossa qui retient Elisabeth. Mais tout d'abord, quel est votre premier souvenir de la vision du premier Pirate des Caraïbes ou des autres? Julien?
Moi, je l'ai vu au cinéma en 2003, quand il est sorti. Quand j'ai vu la date, j'avais oublié que c'était cette année-là. Quand j'ai vu la date, je me suis rendu compte que c'était à quelques mois d'encablure du Retour du Roi. Donc, le vrai souvenir cinématographique de cette année, c'était le Retour du Roi. Ça n'était pas Pirates des Caraïbes. Mais Pirates des Caraïbes m'avait plu à l'époque. Son ton décalé, qui est en même temps, son humour qui était en même temps entremêlé d'horreur, m'avait assez bien plu. Cette danse macabre dans le bateau, etc. J'avais trouvé ça très fun en fait. Et les 2h30, quelque chose comme ça, était passé assez rapidement. Et donc je suis allé voir les 2 suivants au cinéma aussi. Voilà. Et c'est passé aussi vite. Après, je me suis calmé. Non, de moins en moins vite. Et le 3e, je ne comprenais plus rien. Donc, on en parlait. Mais effectivement, finalement, il faut suivre. Comme tu le dis, les scénarios sont souvent alambiqués. Et donc, effectivement, ça demande parfois plusieurs visions pour comprendre en fait les tenants et aboutissants, sans compter les incohérences du scénario. Mais effectivement. Oula, ça attaque direct. On s'est dit, avec Vincent, je me suis demandé si j'étais bête pendant le visionnage du film du 3e. Le 3, mais non, non, tout le monde est paumé dans le 3. On en reparlera pendant le 3, mais effectivement, c'est rassurant en fait. Et toi, Nico, tu te rappelles ? Non. Je vais répondre très vite, je ne m'en souviens pas trop. Pas la première fois, je me souviens de les avoir vus. Plusieurs fois au moins, le 1, le 2. Après, je ne suis même pas certain d'avoir vu le dernier avant de le regarder pour le podcast. Donc, voilà. Ma séquence nostalgie sera assez courte parce que je ne m'en souviens pas. Et toi, Julien, tu avais déjà vu les 5 ? J'avais déjà vu les 5, les 3 premiers au cinéma, les 2 autres non, par streaming. Ok. Et toi, Vincent ? Ouais, moi c'est un peu comme Nico en fait. Je me souviens que adolescent j'avais le DVD du premier film, mais que j'ai quand même beaucoup regardé. Et l'air de rien, c'était quand même un film qui me plaisait pas mal. Et je me souviens quand même qu'au premier visionnage, mais je suis pas sûr que c'était en salle, le ton, comme tu disais, m'avait un peu surpris parce que je m'attendais à quelque chose de plus premier degré, surtout par rapport à ce que laissait présager les bandes annonces de l'époque. Et puis finalement, le ton un peu second degré comédie m'avait surpris. Et là, au premier visionnage, pas forcément bien. Et puis c'est au fur et à mesure des revisionnages où j'ai commencé à vraiment apprécier ce ton-là et aussi à l'apprécier dans ses suites que là, je pense par contre avoir découvert au cinéma. Par contre, le 4 et le 5, il a fallu qu'on fasse ce podcast avant que je me décide à me pencher dessus parce que j'avais vraiment, une fois la trilogie passée, moi je m'étais un peu désintéressé de cet univers-là. Voilà. Moi, j'avais vu le premier, mais je n'en ai aucune idée de comment. Je pense pas que j'ai vu ça au cinéma. C'est déjà, vous savez bien ici, moi tout ce qui est aventure, c'est pas trop mon délire. Hein. Indiana Jones, la momie, qu'on ne fera jamais. Il y a un pattern. C'est pas trop mon truc. Alors, je donnerai mon avis après sur le film, sur le premier, mais je l'avais déjà vu. Le 2, je l'ai regardé, je me suis dit, est-ce que je l'avais vu ? Je n'en sais rien. Je sais même pas si j'avais déjà vu. Par contre, j'avais même pas vu le 3 et les autres, je savais même pas qu'il y en avait 5. Donc, voilà. J'ai découvert tout ça avec des plaisirs par moment, mais j'ai pas forcément passé un si mauvais moment que je ne l'aurais cru. Mais d'abord, Nico, est-ce que tu peux peut-être justement nous dire, voilà, le film, le départ, le pitch, tout ça, ça part de l'attraction, mais littérature pirate, ça vient pas de nulle part, quoi. Oui, non, pas du tout. Parce que ça, on parlera avec Julien, justement, qui est historien, c'est sympa qui pourra reconstruire. C'est parce que je te regarde, tu vois, mais évidemment. Qui pourra recontextualiser. Non, je dis ça parce que c'est pour recontextualiser la recontextualisation. Il y a des continuités. Recontextualiser. Parce que c'est vrai que la piraterie, c'est vraiment un phénomène historique, mais en même temps, l'imaginaire pirate tel qu'on l'a aujourd'hui est en fait essentiellement le fruit de la littérature et du cinéma, etc., de la culture populaire, de la pop culture au sens large. Donc, Pirates des Caraïbes, effectivement, ça fait partie des rares films, parce que c'était pas le seul. Moi, je pensais que c'était le seul qui était une adaptation des attractions Disney, mais c'est pas le cas du tout. Ça, j'ai un peu cherché. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a déjà eu 2 avant, Mission to Mars. C'était déjà une adaptation très lâche d'une attraction de Disney. Ah bon, wow. Mission to Mars. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et il y a un autre truc aussi avec des ours que j'ai découvert apparemment qui était aussi une attraction de Disney aux États-Unis qui est pas chez nous en Europe. Il y a le manoir hanté. Et il y a
C'est ça, Le Manoir hanté et les 999 fantômes, le truc avec Eddie Murphy, qui est aussi une adaptation. Ah d'accord, waouh. Ouais, c'est ça. Ah waouh. Donc en fait, Disney, il est assez pratiquant de ce genre d'exercice. Mais je sais bien que pour Pirates des Caraïbes, ça restait un gros défi parce que ça, en général, ça marchait pas. Hein. C'est des auteurs Les films de pirates, oui, à Hollywood, il y a une espèce de pattern. C'est ça, les films de pirates, ça marchait pas, Ouais. et les adaptations d'attractions, ça marchait pas. Ouais. Donc, Donc là, c'est le combo. Hein. c'est Qui a ça. dit que c'était une bonne idée en même temps. À C'est la base, ça. ouais. Mais l'adaptation elle-même, l'attraction elle-même était adaptée en fait globalement de l'imaginaire développé dans l'adaptation de l'île au trésor de Disney, qui date des années 50, qui elle-même est donc évidemment l'adaptation du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui lui date de la fin des années 1880. Quelque chose dans ces eaux-là, je n'ai pas vérifié les dates, mais c'est dans ces eaux-là. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que l'imaginaire pirate tel qu'on l'envisage aujourd'hui est en grande partie issu de ce roman, qui est vraiment, alors pour le coup, fondateur de tout l'imaginaire pirate, notamment à travers la figure qu'on connaît tous de Long John Silver, là, qui est le grand antagoniste très ambigu, d'ailleurs qu'on va retrouver chez Jack Sparrow aussi, hein, et chez la plupart des méchants dans l'univers de Pirates des Caraïbes. Donc cette figure de Long John Silver, jambes de bois, perroquet sur l'épaule, le tricorne sur la tête, enfin tout ça, tout cet imaginaire-là, il vient vraiment de la littérature populaire et surtout de Stevenson, et puis après de toute la littérature pirate, ça je ne vais pas vous en parler, mais des centaines de romans qui sont sortis après dans cet univers-là et qui va être recyclé, que Disney lui-même va recycler dans son film, puis dans son attraction, et puis l'attraction va inspirer le film, et puis le film va inspirer l'attraction, puisqu'ils vont la modifier en fonction du succès de l'attraction, donc tout ça. Oui, entre le 1 et le 2 d'ailleurs, il me semble. De quoi qui modifie l'attraction ? Oui, qui modifie l'attraction. Je pense qu'ils l'ont fait très vite, non ? Ou alors c'était une fois la trilogie terminée, mais je pense sais qu'à Shanghai, c'est une autre attraction parce qu'elle a été faite après les films. Mais je pense qu'ils ont réagi très très vite à ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Bah, je sais bien qu'à Disney, ils ont rajouté Jack Sparrow à la fin. Là, on le voit, là, ce qu'il n'y avait pas avant. Mais je sais pas de quand ça date par rapport au succès du film, par contre. J'ai l'impression que c'est plus tardif qu'entre le 1 et le 2, moi. Julien, l'historique des pirates. Vas-y. Vaste question. Non, mais pour tirer le fil effectivement que Nico a amené jusqu'au 19e siècle, on peut continuer à le tirer pour montrer qu'en fait il y a un lien assez fort entre littérature sur les pirates et piraterie, phénomène pirate, et pour se restreindre à l'univers de Pirates des Caraïbes, dans la piraterie dans les Caraïbes, dont l'âge d'or se situe dans les années 1650, 1720, 30. Avant que finalement la piraterie dans les Caraïbes soit plus ou moins matée par les différentes puissances coloniales et que la piraterie ne disparaisse pas mais s'exporte autre part dans le monde, dans d'autres nœuds de communication, de commerce où les différents empires sont en lutte. Et déjà à cette époque-là, en fait, on observe des phénomènes de mise en avant de certaines figures, mise en avant de certaines aventures. Et en fait, il y a dès l'âge d'or de la piraterie de l'époque moderne, toute une mise par écrit, parfois par des pirates, parfois par des pirates repentis, parfois par des auteurs qui n'ont pas directement été pirates, une mise par écrit de ces aventures. Et une mise par écrit qui obéit à des stéréotypes qui vont être poursuivis ensuite dans la littérature de pirates au 19e siècle et qu'on va retrouver donc dans les films dont on parle aujourd'hui, et en même temps qui sont déjà des types d'écriture qu'on pourrait trouver pour la piraterie à l'époque antique. Par exemple, à l'époque hellénistique, lorsque le mot pirate a été inventé, qui veut dire celui qui combat, celui qui part à l'aventure, et déjà à l'époque, il y a par exemple la mise en valeur de capitaine de bateau, la mise en avant de bateaux aussi, mais cette personnalisation très forte des pirates autour du capitaine, qu'à l'époque antique on parlait d'archipirate, va être poursuivie à l'époque moderne et va ensuite devenir le grand archétype de la littérature de pirates, vraiment, et là qu'on retrouve typiquement dans les films des Pirates des Caraïbes. Voilà, très rapidement, on peut développer. Mais vas-y, c'est super intéressant. Et quand tu vois, toi, le premier Pirate des Caraïbes, ça a l'air de coller à la réalité du pirate ? L'aspect fantastique mis à part, peut-être. Parce que... Oui, sans le Kraken, tu vois. Est-ce que le Kraken... Il y a des zombies pirates dans le premier, donc voilà, c'est... Non, mais après... parle de l'organisation des pirates sur le bateau. Parce que... Ah bon, c'est pas vrai. Ah oui, non. Bah, en fait, merde, ouais, c'est décevant.
Bah, en fait, comme souvent, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que même tout l'imaginaire qu'il y a autour, l'imaginaire des créatures, etc., en fait, renvoie à la littérature de pirates. Ça aussi, ça a une histoire, en fait, toutes ces créatures. Et elles-mêmes rentrent, en fait, dans tout le registre des créatures, du fantastique qui apparaissait pour la piraterie au 16e, 17e, 18e siècle. Donc, en fait, on peut faire aussi l'histoire de tous ces imaginaires et montrer qu'ils remontent pas, ils n'ont pas été inventés au 21e siècle. Et en fait, le Kraken a autant de vérité historique dans ce sens-là, en tant que culture, que des mythes pirates, ancestraux liés à la piraterie. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas être navigation, si déçu que ça, je pense. Tu vois, Vincent, ma question n'était pas si... Non, mais bien sûr, non. non, moi je parle plus non, oui, bien sûr. parce que c'est vrai que dans les films, on pourra en parler, mais on peut en parler. T'as le méchant pas si méchant. Les pirates à l'époque, c'était hyper sanguinaire ou C'était alors moins sanguinaire que l'imagerie, ce que l'imagerie a fait d'eux par la suite, et notamment le fait qu'on puisse puiser toute une série de grands méchants pirates justement qui sont adversaires de Jack Sparrow, qui sont moins ambigus pour le coup et qui apparaissent vraiment comme les figures des pirates sanguinaires. Souvent, ce sont en fait des figures moins sanguinaires que ça. Ils ont tout intérêt à ne pas l'être en fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ils construisaient beaucoup leur succès sur leur réputation de sanguinaire. Et donc, en fait, il y a tout un jeu pour la piraterie de mise en scène, de spectacularisation de leur acte, à travers notamment une image de ne pas faire de quartier. Ça passe aussi par le drapeau, un drapeau qui est là pour signifier qu'on va vraiment mettre les populations à mal, qu'il n'y aura pas de quartier qui sera fait. Et tout ça construit une réputation qui permet aux pirates en fait de gagner avant même de lancer la bataille, parce qu'en réalité, c'est souvent ils ont quelques hommes avec eux si jamais ils se retrouvent face à une puissance coloniale bien armée, en fait ils sont souvent en danger. Ils ont rarement les bateaux qu'on leur donne dans Pirates des Caraïbes. Ils ont souvent des bateaux beaucoup plus petits, des bateaux parfois de pêche, des bateaux de marchands avec 10 canons. Enfin, c'est très rare en fait qu'ils aient des bateaux, des navires, des gros bâtiments de flotte de guerre. Et donc ils construisent beaucoup leur succès sur leur réputation. Et en cela, le côté sanguinaire apparaît, quoi. Où il y a une forme peut-être on va dire de romantisation de l'image des pirates, c'est peut-être dans le côté très volontariste des gens qui arrivent dans la piraterie, ou peut-être qu'à l'époque c'était aussi quand même on finissait aussi dans le milieu de la piraterie aussi par non-choix ou par nécessité. Oui, et il y a surtout dans Pirates des Caraïbes, il y a vraiment cette imaginaire de on a un esprit d'aventure oui, et donc on est pris de liberté et on part en piraterie, ce qui est peut-être quand même moins le cas à l'époque où les conditions de vie quand même des pirates étaient exécrables. Tout à fait. Oui. Oui. J'allais dire en fait, en tout cas, lorsqu'on aborde les personnages de capitaines, de capitaines pirates dans le film, mais quand on commence à s'attarder un peu sur différents matelots, là on a plutôt le parti pris, c'est le mec alcoolique qu'on allait récupérer au fin fond de la taverne, on a dit écoute viens, de toute façon il va mourir dans 2 scènes, donc ça va. Donc, voilà. Oui, et puis on voit certains membres de l'équipage qui sont là de film en film, qui reviennent, qui repartent, mais d'autres qui sont nouveaux. On voit plein de pirates qui sont tués dans toutes les différentes batailles et qui n'ont aucune figure dans le film. Donc c'est vrai que si on quitte les capitaines, et Jack Sparrow en particulier, on voit un univers beaucoup plus fragile même. Si on regarde un peu à l'écart de où est braquée la caméra, on voit cet univers de pirates plus fragilisé, qui était effectivement, comme l'a dit Nico, très largement la norme en réalité. On ne rentrait pas en piraterie par nécessairement plaisir ou par esprit de liberté très relatif d'ailleurs, mais parce que ce sont souvent des populations très précarisées qui trouvent aussi une opportunité à agir aux marges, du gain plus ou moins facile, une bonne connaissance des routes maritimes, savoir qu'il y a des proies accessibles à un moment donné, et alors on passait de pirates à corsaire, à paysan, à chasseur. Enfin, ces vies étaient beaucoup plus instables. C'est pas une identité forgée. Même, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a quelque chose dans les films, particulièrement dans les 3 premiers, qui est bien par rapport à ça. Je trouve que le casting justement de ces pirates, tous ces seconds rôles, je les ai trouvés vraiment excellents. J'avais pas un souvenir fabuleux du premier film, et là je l'ai revu avec plaisir justement grâce à ces seconds rôles, grâce à ces pirates, je trouvais ça assez chouette. Mais genre Geoffrey Rush, je trouve qu'il a une gueule pour jouer les pirates, vraiment. Il est terrible. Avec son côté abîmé comme ça. Et les deux, là, celui avec son œil de verre, ce duo, je trouve qu'ils sont excellents. Je trouve que les acteurs
les acteurs sont vraiment, vraiment bien choisis. Ouais, Les ouais. personnages sont assez bien Bah, on- foutus, quoi. Là, Au début, déjà dans le film, on est qu'après, un- ils deviennent plus... Ouais, mais vas-y, dans le rentrons premier et film. dans le deuxième, on est globalement, enfin moi je trouve qu'on est quand même sur un quasi sans faute pour un blockbuster américain, etc. hein. Effectivement, il y a de la subtilité même dans la représentation des pirates, comme tu le dis, et c'est pas si extravagant que ça. Je trouve qu'il y a un très souci de montrer aussi que c'est des gens très abîmés par la vie aussi. Mhm. hein. Oui, Il y c'est en ça. a qui sont vraiment, ils sont arrangés quoi. hein. Ouais, je Surtout trouve dans que les le seconds rôles, premier- évidemment Jack Sparrow, il a un côté très séduisant, mais dès qu'on gratte un peu dans les seconds rôles, on voit que c'est des gens qui sont vraiment très très abîmés par le soleil, hein, par la mer. Barbossa, pour ça, est incroyable. Ouais, quoi. ouais, tout à fait. C'est assez fou. D'ailleurs, oui, ils ont toujours l'air blessés à un tel point qu'à un moment, je me suis même dit, mais alors ça devient caricatural, surtout lorsqu'on arrive au niveau du 3, où j'ai envie de dire, mais il n'y a pas un moment où ces types sont propres. À aucun moment, ils ne prennent une douche, quoi. Mais oui. Ça. L'hygiène dans la piraterie, on Ouais, sait, ouais. on a des infos là-dessus. Il était difficile, quoi qu'il arrive, de se laver dans un navire, mais Ouais. non, l'hygiène. Moi, je n'ai pas beaucoup d'infos à donner, mais il était difficile de se laver. L'eau douce est une denrée extrêmement précieuse. C'est ça. Et puis, à côté de ça, il me semble que. Rares étaient les pirates à savoir nager. Et puis, une fois qu'on était tous à s'en balancer par-dessus bord d'un navire qui avance aussi vite, C'était pas pour on prendre était une douche, plus quoi. ou moins foutus. C'était pas pour prendre une douche. Ouais. Donc, non, Mais- effectivement, l'hygiène n'était pas dingue. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils insistent plusieurs fois sur le fait que Jack Sparrow sent mauvais. Ouais. À un moment donné, on lui roule quand même une belle pelle, quoi, tu Ouais. vois. Donc tu te dis, bon, c'est Ouais, vite ouais. passé, quoi. L'odeur, comme quoi on peut passer au-dessus. hein, mais justement, revenons à Jack Sparrow. Vous en pensez quoi de Johnny Depp dans ce rôle? Comme qui est moi j'adore. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment. On retire Johnny Depp, il y a quand même à peu près tout l'édifice qui s'effondre. Même ça reste des films qui ont quand même beaucoup de qualité. Mais je trouve que ce qu'il fait dans ce film-là est quand même assez génial. Il porte quand même vraiment en grande partie le film. Déjà, ce qui est la scène d'ouverture, déjà, où on le voit tout de suite, je veux dire, il campe le personnage direct, ce côté. Il est tout le temps ambivalent, Johnny Depp là-dedans. hein. C'est quand même quelqu'un qui a un orgueil démesuré, mais c'est vraiment un loser magnifique, quoi. Mhm. C'est parce qu'il a, vous vous souvenez, quand il arrive avec ce bateau qui coule, là, il arrive, mais comme un seigneur Oui. dans le Cette scène port. est géniale. Ouais, ouais. Son bateau Sur la d'être musique de coulé. Hans Zimmer, qui pour le coup Ouais. marche bien. Ah, ça va, ça C'est parce que fonctionne c'était bien. la première fois. Mais c'est au début ça. du film, donc ça va. tu vois. Ouais. Et puis c'est un personnage, oui, dans sa gestuelle, je sais pas comment il a travaillé ce rôle, mais Est-ce qu'il l'a imaginé toujours à moitié bourré, Mhm. peut-être tu Mhm. vois ouais, Je c'est sais ça. pas s'il y a un truc comme ça, mais oui, on a l'impression qu'il est jamais complètement maître de ses moyens. Non, tout à fait. Ouais. Et l'idée, c'est qu'en fait, comme il vit sur les mers tout le temps, quand il est au sol, il tangue. Il tangue, C'est oui. génial comme idée. Ouais, c'est une quand super même, c'est idée, ça. ouais. Et donc c'est quand il est sur Terre qu'il part dans tous les sens. Mais effectivement, on ne sait pas s'il est bourré tout le temps ou pas, ou simplement effectivement comme il est tellement dans l'esprit de la mer que sur Terre il se sent tellement mal qu'il part dans tous les sens. Mais il est tout le temps effectivement désarticulé, le travail sur ses yeux. Enfin, moi je trouve que Mais est-ce il est est-ce que je vraiment me trompe assez ou Johnny Depp, enfin, évidemment, il a fait pas mal de films, etc. Mais c'est un peu Pirates des Caraïbes qui l'a propulsé. C'est pas une superstar à l'époque des Pirates Non, des hein, Caraïbes, c'est vrai. c'est pas Ouais. encore une superstar, elle Ouais, fait c'est des bien vu, pirates. hein. effectivement. Ouais, tout à fait. C'est ça Ouais. qu'il révèle en tout cas comme acteur de C'est quand premier même plan pour l'égérie des de blockbusters Tim Burton, américains. quoi. ouais. Oui, mais Mais c'était pas- qui est moins blockbuster. Ouais, c'est hein, vrai, Ouais, Ouais, c'est ça. tout à fait. Pas encore à ce moment-là. Bah si, Non, parce que c'est Tim le Burton est roman devenu d'argent, mais, après oui. producteur de blockbuster avec Alice, etc. Oui, mais mais il est à pas l'époque encore de à ce Romain moment-là. d'argent, c'était pas encore. Non, pas du tout. Tu vois. Non. Donc c'est vrai que c'est Pirates des Caraïbes qui le révèle comme vraiment star de premier plan pour des blockbusters américains. Quoi. Hmm. Ouais. Ben, en fait, tout le casting, hein, parce que Keira Knightley, pareil, est Ouais. totalement inconnu, Ouais. quasi inconnu à ce moment-là. Mais il y a Love Actually, c'est à peu près à la même période. Je pense qu'elle était très jeune au moment de Love Actually. Mais c'est après, je pense. Et- ça, là. Ouais, je sais plus. Je jouais là comme Beckham, ou moins mais c'était à la pas. même Ouais. Comme Elle joue dans Orlando La menace Bloom, hein, c'est à ce fantôme. moment-là. S'il te plaît c'est ça. Comme Orlando Bloom, c'est à ce Oui, c'est moment-là ça. qu'il Ouais, est, il il est- est c'est ça. révélé, mais dans ces années-là, en fait. Oui, c'est ça, parce ces qu'il- années- Avec. Avec Seigneur des Anneaux, quoi. Avec le C'est Seigneur des Anneaux, Paris voilà. dans Tout à fait. 3. Voilà. Toujours un rôle charismatique. Ouais, charismatique Il fait ce pour qu'il tout le peut, monde. hein. Si je peux peut-être Vas-y, juste vas-y, rebondir vas-y, sur Jack Sparrow. Ouais. Il me semble quand même, je trouve que le 4e film est très fort tourné autour de cette seule figure. Et je trouve que le film marche moins bien que dans les 3 premiers Ouais. où en fait il marche en réseau avec tous les Ouais, autres. tout à fait. Et c'est ça qui Ouais. marche bien aussi, c'est que effectivement c'est un personnage super intéressant, très ambigu comme tu le dis, qui permet de jouer à la fois le protagoniste principal et l'antagoniste en fonction des situations, et en même temps il est en relation avec Barbossa qui est incroyable, David Jones à partir du 2 qui est aussi formidable, et alors le couple Keira Knightley et Orlando Bloom. Qui pour moi est le point faible du film.
J'ai l'impression ce couple-là, en fait. Je trouve que cette romance... En fait, j'ai l'impression que tous les films, à un moment, cherchent à incorporer une romance et chaque fois, je la trouve assez artificielle. Moi, je trouve que le personnage campé par Orlando Bloom, quand il s'agit de traiter la romance, je le trouve super neuneux. Il a un gros déficit de charisme, il n'y a rien à faire, moi, je trouve. Et contrairement à Keira Knightley, par contre, qui dans Pirates des Caraïbes, moi, je trouve, est super. Se révèle complètement, et devient un personnage vraiment super intéressant dans le 2, dans le 3, et très complexe, que Will Turner, effectivement, Orlando Bloom, reste assez insipide. Et on comprend assez bien Elizabeth Swann que finalement, elle se détourne un peu de son Will dans le 2e et qu'elle soit attirée par Jack Sparrow parce qu'effectivement il est un peu fadasse, quoi. Mais ça c'est lié peut-être aussi à l'acteur qui est un peu... Oui, c'est ça, à mon avis elle a pas trop envie d'embrasser Orlando Bloom dans la vraie vie, quoi. Mais justement... Elle s'y remet dans le 5 quand même. Mais je trouve, je trouve que le personnage d'Elizabeth, je trouve qu'il est assez bien écrit pour une production Disney. Il faut quand même rappeler que c'est une production Disney. Oui, voilà, c'est parfois un petit peu laborieux, d'il y a 20 ans surtout. Parce qu'on est au 17e, c'est déjà pas une époque hyper sympa pour les femmes, hein, tu t'imagines bien. Voilà, le film commence, on lui tape en corset qu'il a fait tomber dans les pommes. Elle est promise à un mec qui était déjà adulte quand elle avait 10 ans. Là, c'est déjà un petit peu moyen. L'écriture du personnage, on se dit oulala, au départ ça part un peu mal pour elle, et on voit vraiment au fur et à mesure des 3 films qu'il y a vraiment une émancipation de ce personnage. Elle va prendre les armes enfin, mais au début elle se sert de sa féminité et de son bagou comme d'une arme. C'est pas toujours hyper bien amené. Maintenant, c'est dans le 3e film où à un moment donné elle leur dit arrêtez de vous battre, tout ça, puis dans le deuxième, on l'infantilise un petit peu dans son rôle, etc. Voilà. Tout n'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a quand même une chouette progression de ce personnage qui est finalement avec Barbossa le personnage qui évolue le plus. Et je suis d'accord, même si elle passe pas le test de Bechdel, parce qu'elle est toute seule. C'est à ça que je voulais arriver, c'est que t'as ce personnage qui devient méga badass. Elle quitte sa robe pour prendre les armes. C'est vraiment... Keira Knightley, elle le disait dans une interview, elle disait au départ c'est une gonzesse mais qui finit par botter des culs, donc évidemment toutes les petites filles l'adorent. Mais au final, devient le miroir inverse de Jack Sparrow au fil de l'épisode. Sauf que ce personnage au final n'a aucune ambition. Sa seule ambition c'est de sauver les autres, et à la fin, on spoil à fond, mais fin du 5e film, en fait elle a passé 20 ans, parce que il a 20 ans, son fils. Elle a passé 20 ans sur une plage à attendre son Will, alors que... Avec le même costume. Alors que... Enfin non, elle n'a pas le même costume à la fin du 3, mais alors qu'elle rêvait de pirate, elle rêvait vraiment d'aventure, et au final, elle est juste restée 20 ans sur une plage. Elle est réduite à son rôle d'amoureuse. Elle est redevenue une noble dans un palais qui a habité 20 ans sur la terre ferme. Alors que ce qui aurait justement été... Enfin, on passe vraiment loin, mais ce qui aurait été super intéressant, c'est qu'elle reprenne plutôt le statut de Jack Sparrow dans le 4 et le 5e, ce qui pouvait être amené par la trilogie. Exactement. Tout à fait. Le 6e. Oui, peut-être. Parce que Jack Sparrow aussi, pour revenir aux questions de la représentation des gens, etc., je trouve que c'est un personnage aussi super intéressant parce que c'est un personnage très ambigu déjà dans les années 2000 dans la représentation, dans ce qui dégage. C'est un personnage qui est presque asexué, qui est entre le féminin et le masculin en permanence. Il est maquillé. L'eyeliner et les trucs. Il joue tout le temps sur les éléments féminins et masculins en permanence, et c'est un séducteur qui séduit aussi bien les hommes que les femmes. D'ailleurs, lui, on comprend assez clairement qu'il est plutôt hétérosexuel, mais en tout cas, il joue sa séduction aussi bien sur les hommes que sur les femmes, et il séduit aussi bien les hommes que les femmes. Et je trouve qu'au fil des 3 films, on voit que Keira Knightley joue aussi de ça, parce qu'elle elle brouille tout à fait la frontière, et quand on la voit dans le 3, on ne sait plus si elle est homme ou femme, en fait, elle se travestit un peu comme Jack Sparrow fait dans le premier, et on aurait pu vraiment tirer ce fil-là, plutôt que tout de suite la ramener à l'amoureuse de Will. On la voit pas pendant 2 films, et puis elle arrive comme ça. Mais moi, un truc que j'avais trouvé quand même hyper clair et assez un peu pathos, c'est que à partir du début du 2e film jusqu'à la fin du 3e, son seul goal, c'est de niquer. C'est que ça, au final. Tu te rends compte que, en fait, ils attendent de se marier, et jusqu'où ça ? Jusqu'à la fin du 3e, parce qu'en fait, t'entends en sous-texte. Elle veut pas le Kraken, elle veut pas se faire manger par le Kraken. Non, mais au début du... Niquer, mais pas n'importe qui. Attention, il y a quelqu'un qui va pas aimer que j'ai utilisé ce mot en podcast. Au début du 2e film, quand ils sont dans la prison, qu'ils ont failli se marier, tu sens en sous-texte qu'en fait, ils voulaient consommer le mariage. C'est super clair. Et tout le long du 2e et du 3e film, ce n'est que ça. Ils sont mariés par Barbossa sur le bateau dans le 3e. Ils se retrouvent sur la plage, première scène, Will se rhabille. C'est que ça. C'est 2 films pour arriver
à ce qu'enfin ils consomment le mariage. Et c'est ça que quand j'ai vu qu'elle commençait à être un peu séduite par Jack Sparrow, oui, parce qu'elle commence à être un peu à cran. Tu vois, je trouve qu'il y a quand même ça qui est fort en sous-texte, qui est la deuxième lecture, parce que t'as le film de base pour enfants, mais tu sens quand même que dès le départ, ils sont dans la prison, ils parlent que de ça. Hein. Tu regardes la scène, ils ne parlent que de ça. Ouais, et dans ce sens-là, sur la différence de traitement entre Jack Sparrow et Elizabeth Swann, Jack Sparrow n'est jamais ramené à sa condition d'ambiguïté genrée. En revanche, Elizabeth Swann, si jamais son travestissement est découvert sur un navire, en permanence on la ramène et c'est la cata. On veut la toucher, on la regarde, on sort la langue en signe de... Ouais, et elle est ramenée chaque fois à son corps. Toujours ramenée à ça et à sa relation avec Will, avec les hommes. Et à l'inopportunité de la trouver sur un navire, etc. C'est ça que je trouve qu'au départ, le personnage est assez bien foutu. Voilà, tout n'est pas à jeter. C'est vrai elle est quand même plutôt badass. Hein. C'est une héroïne badass. Elle est chouette. En plus, je trouve que l'actrice est vraiment top. Elle a beaucoup plus de charisme que Orlando Bloom dans son personnage. Voilà, c'est un peu dommage à quoi elle arrive au 5. On reviendra au 5 après, mais ouais. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît dans ce premier film, puisque voilà, on est quand même toujours au premier techniquement, mais c'est son ton d'aventure, en fait, que je trouve super rafraîchissant, vraiment bien traité. Et surtout, je trouve qu'il y a une association avec le registre de la comédie via plein de petites astuces. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui appartient très très fort à Gore Verbinski sur l'ensemble des 3 premiers films, mais ça se manifeste dès le premier. C'est un comique visuel qui fonctionne vraiment du tonnerre. Je sens qu'il y a vraiment une vraie maîtrise de ces cadres pour créer des effets comiques vraiment via le mouvement. Et ça, c'est assez rare. Surtout dans un film qui ne se positionne pas avant tout dans ce registre-là, mais qui est avant tout un film d'aventure. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment qui fonctionne du tonnerre dans ce film-là, à ce niveau-là. Et moi, je trouve que l'humour fonctionne mieux que l'aventure, limite. Parce que je trouve que les scènes d'aventure, les scènes de bagarre, tu peux enlever une demi-heure de film, quoi. Non ? Ou alors c'est moi qui suis moins fan. Le final du 1 est un peu longué. J'ai trouvé aussi carrément la grosse battle finale, elle est un peu longue. Ça va, je suis d'accord. Mais une battle sur 2 fronts, ça j'aime bien quand un film fait ce genre de traitement. Mais par contre, oui, c'est ça. Et qu'on comprend qu'il y a 2 fronts. Et qu'on comprend qu'il y a 2 fronts. Puis on arrive dans la suite, puis c'est compliqué. Mais là, on comprend. Donc la fin du film, en gros, il y a une grande bataille qui se fait sur un navire entre l'équipage squelette et l'équipage de la Royal Navy. Là, et de l'autre côté, c'est une bagarre dans une grotte avec quelques pirates où il y a Jack Sparrow et Will Turner qui cherchent à lever la malédiction, voilà, et à vaincre l'équipage pirate, puisque évidemment les gars sur l'autre front, ils n'ont aucune chance de gagner tant que l'équipage est en squelette. Mais voilà, j'avais trouvé cette scène super dynamique. Mais c'est vrai que c'est un vrai film d'aventure. Pour ça, il respecte là effectivement l'univers, l'esprit de l'aventure. Qui était l'esprit des romans de piraterie, qui sont en fait des romans de KPDP, ce qui est une sorte de sous-genre du KPDP, la piraterie, puisque ça se passe dans la modernité. À l'époque moderne, hein, Julien. Et ça, effectivement, c'est tout à fait respecté, avec en plus ce petit plus qui est quand même un roman de KPDP, donc comme on entend dans le titre, il y a épée, donc il y a bataille, avec un personnage principal qui fait tout le temps pour éviter de se battre. C'est quand même ça qui est très marrant aussi. Et qui participe au registre comique, c'est que Jack Sparrow, il fait toujours tout pour se battre. Alors qu'il sait se battre. En plus, quand on le voit, quand il doit se battre, il se débrouille très bien, il n'y a pas de problème. Mais il fera toujours tout pour éviter de devoir se battre. C'est un film, dans son traitement narratif, c'est tout le temps des jeux de dupes. Et d'ailleurs, comme tu le dis, le ressort comique fonctionne là-dessus parce qu'on ne sait jamais quand quelqu'un va trahir un autre. C'est ça. Même au sein d'un équipage, parce que tu te dis, ah bah tiens, il y a Jack Sparrow qui va aller récupérer un navire, qui embauche un équipage, tu dis, ah c'est super, c'est cette team-là que je vais suivre. Et puis dès qu'ils ont le cas, tu sens qu'il y a une trahison qui peut se faire, et j'adore. Tu sens que personne ne fait confiance à personne. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant dans le premier film, c'est que comme on est plutôt vissé la plupart du temps, quand on suit pas Jack Sparrow au point de vue de Will Turner et d'Elizabeth Swann, en fait, eux, ils sont un peu dans le rôle du spectateur qui est de se dire, je vais m'attendre à quelque chose un héros avec des valeurs morales, etc. Et puis qui déchante sans arrêt à l'image du spectateur que j'étais, en tout cas, la première fois que j'ai vu le film. Ah oui. Ouais. Alors que Jack Sparrow, en plus, ne cache jamais sa réelle nature. Il n'arrête pas de dire qu'il ment tout le temps, qu'il ne faut pas lui faire confiance. Il le dit. C'est dans le 2, quand il trompe les 2 gars. Non, c'est dans le premier quand il dit qu'est-ce que c'est quoi je l'avais dit. C'est quoi votre projet Il dit j'ai l'intention de tuer, de voler, etc. C'est dans le premier, je sais. Et là d'ailleurs, dans le registre comédie, il y a non pas un mais 2 duos comiques dans ce film.
puisqu'il y a les 2 de la Navy et puis 2 de l'équipage pirate qui ont exactement le même rôle, mais et ça c'est bizarre aussi. J'avais trouvé cet élément-là un peu bizarre. Et surtout, un positionnement qui m'a surpris lorsque j'ai revu les films, c'est que ce fameux duo qui est vraiment à nouveau traité comme un duo comique dans l'équipage de Squelette Pirate, un des premiers plans où on les voit apparaître, c'est qu'ils tuent quelqu'un de sang-froid. Et donc moi, la première fois que je les vois, je me dis mais en fait t'es censé avoir peur d'eux, et puis très vite le film te montre qu'en fait il y a moyen de rire d'eux et un peu avec eux aussi. Et ça c'était quelque chose qui au revisionnage m'a vraiment surpris quoi. Oui, c'est vrai que je me rappelais plus de cette dimension-là. Et c'est un meurtre de sang-froid. Hein. Alors on voit pas le visage de la personne qui tue comme souvent, il faut pas non plus trop froisser. Pas dans le premier, mais après ça arrive. On en parlera. Mais c'est un comique macabre, quoi. Ils sont comiques et en même temps ils peuvent tuer. C'est un comique dans lequel on peut tuer, dans lequel on est squelette. Et ça reste léger, ça reste un film. C'est de la comédie horrifique, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors l'autre élément sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que quand tu parlais de cette espèce de valse qu'il y a sur le bateau, la première fois qu'on découvre la malédiction donc du Black Pearl, pour moi là on était dans l'attraction. Oui, là, tout à fait. Je sens qu'il y a vraiment un positionnement du film qui est de se dire je vais te faire vivre quelque chose. La façon dont la caméra virevolte. Et alors il y a aussi, ça c'est au crédit du film, une qualité pour les effets spéciaux qui va pas disparaître, en tout cas sur l'ensemble de la trilogie. J'ai eu peur que tu dises sur l'ensemble des films, mais non, sur l'ensemble de la trilogie. Après, c'est non, mais les effets spéciaux du 2, ça ferait rougir des films qui sortent en 2020. C'est incroyable. Je me rappelle pas que c'était aussi bien, quoi. Non, mais oui, non, non, effectivement, en fait, j'ai eu la même réaction que toi en voyant la scène où on sort, et cette scène, effectivement, de CGI où on voit tous les pirates en mode squelette en train de nettoyer le navire, de le préparer, etc. C'était un mix pour moi entre, effectivement, l'attraction, où on voit le bateau presque bouger de droite à gauche, et en même temps, une danse macabre, enfin, l'image même de la danse macabre qui tombe bien, enfin, dans l'imaginaire pirate, commencer avec une malédiction qui transforme un équipage en crâne et en squelette, ça rentre super bien dans l'imaginaire, et ensuite après ils vont passer à d'autres types de monstres qui sont moins nécessairement liés à l'imaginaire pirate, mais celui-là ça tombe super bien. Et puis au niveau de autant des effets spéciaux que de la façon dont les acteurs jouent ces squelettes, il y a quelque chose d'assez fluide, d'assez Barbossa, je trouve dingue. L'acteur est dingue, quoi. Non, c'est assez génial, hein. C'est vrai, tout à fait. Et le gimmick de la pomme, le fait qu'on va le voir pendant 5 films en train de manger des morceaux de pommes. Au moins la trilogie. Au moins la trilogie. Oui, c'est ça, évidemment. Et puis ils vont aussi, ce qui est super intéressant, mais ça apparaît surtout dans le 2, c'est qu'ils vont aussi thématiser toute la question justement du fantastique à travers la figure de Beckett là, qui apparaît dans le 2, et que lui qui veut mettre fin à la piraterie, mais en fait qui veut mettre fin au temps mythique de la piraterie, et donc faire disparaître aussi tous les effets fantastiques qui sont... Et ça va être à partir du 2, ça va vraiment être une lutte entre les figures pirates qui représentent l'imaginaire et le fantastique, et les figures de la Royal Navy qui représentent l'approche rationnelle de la mer et marchande. Et pour une industrie un studio comme Disney, dont on sait qu'il est quand même hyper capitaliste, c'est assez marrant parce qu'en plus ils prennent parti, Verbinski prend très clairement parti pour les pirates. Tout à fait. Oui. Mais peut-être justement situer le 2, Vincent. Oui, donc si vous n'avez pas d'autres réflexions à faire sur le 1, on va se permettre de... alors donc dans le 2, effectivement, donc le 2 commence peu de temps après la fin du... Le secret du coffre maudit. Le secret du coffre maudit, exactement. C'est le titre original aussi, je ne sais plus. Moi, j'ai écrit les titres en français. Secret of the Coffin. Donc ça commence assez peu de temps en fait après la fin du premier film. On y suit donc ce nouveau personnage donc qui vient à nouveau de la Navy anglaise et qui arrive à Port-Royal, si c'est bien le nom du port, hein, c'est bien ça, oui. Pour arrêter Will Turner et Elizabeth Swann parce qu'ils ont aidé un fugitif pirate, parce que c'est ce qui arrive à la fin du 1. Donc si vous n'avez pas vu, on va vous l'expliquer. Donc ils permettent à Jack Sparrow de s'évader, et donc ce personnage va soumettre un deal au personnage d'Orlando Bloom, donc de Will Turner, et va lui dire voilà, je vous arrête pas, je vous amnistie, je vous gracie si jamais vous partez à la recherche de Jack Sparrow et vous me rapportez son compas, puisqu'on expliquait dans le premier film que c'était une espèce de compas magique. Alors on pensait dans le premier film que ça servait à non pas à indiquer le nord, mais à indiquer une caverne où il y a du trésor, alors qu'en réalité on découvre dans ce film que ça pointe vers ce qu'on désire le plus au monde. Et
on se rend compte qu'en fait, ce combat, à nouveau, c'est pas l'objet que tout le monde recherche, c'est plutôt ce qui peut amener comme trésor, à savoir ce fameux coffre maudit qui contient en fait le cœur d'une créature, d'un pirate mythique qui s'appelle Davy Jones et qui arpente les océans et qui, je pense, là, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus en termes de mythe maritime sur qui est Davy Jones, parce que je connais mal, mais je pense qu'il y a quelque chose lié au fait que c'est quelqu'un qui a coulé, qui a coulé et qui accompagne les morts en mer, c'est ça ? Tu veux dire que le mec à tête de pieuvre existe vraiment ? Non, le nom Davy Jones. C'est ça. Et donc voilà, il va partir dans cette quête pour se sauver lui-même ainsi que sa fiancée, et Jack Sparrow lui va chercher à se sauver de Davy Jones, puisqu'apparemment il a conclu un pacte avec lui qui l'oblige à servir sur son navire pendant 100 ans. Ça devient déjà un peu complexe. Non, mais c'est ça. Mais non, mais ce que tu veux dire, c'est que si on a le fameux cœur de Davy Jones, on contrôle Davy Jones. On contrôle Davy Jones, exactement. Et lui-même contrôle un peu l'océan. Kraken. C'est ça. Et le fameux Kraken qui est sous la coupe de Davy Jones. Voilà. Donc peut-être qui est ce Davy Jones dans le monde de la piraterie en termes de mythe, de pirate. Rapidement, c'est plus vers Nico, je pense qu'il va falloir aller, parce que là, pour le coup, on n'a pas de traces du Hollandais volant sur l'époque où il aurait éventuellement existé, mais c'est vraiment des productions littéraires postérieures qui font naître un Hollandais volant. Alors ça date peut-être du XVIIe siècle, l'époque où un Hollandais capitaine d'un navire aurait fait qui aurait volé. Mais aurait fait en tout cas des parcours particulièrement rapides, aurait traversé les océans. Je pense que c'est l'océan Atlantique particulièrement rapidement, trop rapidement par rapport à l'habitude, et ça a entraîné cette notion de Hollandais volant, donc d'un navire très rapide et d'un capitaine très efficace. Mais ça apparaît plutôt dans des sources postérieures, et ensuite ça va être très rapidement rentré dans la littérature. Mais voilà, les sources sont très minces de ce côté-là, mais ça rentre dans tout ce package effectivement de mythes possibles qui tournent autour des capitaines, autour des navires, de leur capacité à réaliser des aventures dingues en fait, qui sortent de l'ordinaire. C'est ça. Oui, parce qu'ils vont à la fois s'inspirer de figures tirées de différentes mythologies, comme Calypso, justement, qui va devenir centrale dans le 2. Ou le fait de s'occuper des morts de la part de Davy Jones aussi. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, effectivement, ils vont chercher aussi, ce qui ancre aussi l'univers pirate, à rechercher, comme tu disais, des légendes qui sont pas spécialement associées à la piraterie, mais en tout cas au milieu marin. Enfin, c'est ça. Et je crois que Davy Jones, c'est aussi ça, c'est le nom d'une... On ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas de traces vraiment. Ce problème, c'est que c'est des cultures toujours orales. Et donc, on a très peu de traces et surtout beaucoup de traces contradictoires. Mais en tout cas, c'est une figure qui existait dans l'imaginaire marin, qui est une figure imprécise, mais en tout cas qui vivrait au fond de la mer, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on ne sait pas trop, mais effectivement, ça vient pas de nulle part, ce Davy Jones. Et même le nom Davy Jones ne vient pas de nulle part. Tandis que le Kraken, lui, si mes souvenirs sont bons, ça vient de la mythologie nordique, au sens large du terme, et aussi évidemment de Jules Verne, par exemple, avec 20 milieux sous les mers, qui va populariser très fort avec son calmar géant là, dans le Nautilus, qui attaque le Nautilus, cette figure du calamar immense, qui en l'occurrence, après il y a aussi un fond réel, puisqu'on a quand même des preuves, mais plutôt des preuves indirectes, qu'il existe des calmars géants, peut-être pas de la taille du Kraken en Pierre des Caraïbes, mais qu'il existe des au moins calamars de la géants. tête de Davy Jones. Oui, donc c'est un équipage entier composé d'hommes-poissons, en fait. C'est ça. Des hommes un peu poissonneux. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Ça me parle, évidemment. Là, il y a un côté... un peu Lovecraftien même, dans le deuxième, un peu Clive Barkerien. Je sais pas comment le personnage avec sa tête de requin marteau, là, il est incroyable. Oui. Moi, je trouve que c'est un film ultra généreux, le 2, là, pour le coup, vraiment... qui est sublime. On dit, les effets spéciaux, ils n'ont pas pris une ride dans celui-là, c'est incroyable. David Jones, il est sublimissime. C'est le plus beau, dans détail, oui, tout à fait. Oui, c'est toutes ces petites tentacules là, qui bougent. Et puis, comme je disais, super généreux dans tous ces effets, dans les effets visuels. Le bateau, le volant, ils l'ont créé taille réelle. Entier, c'est pas des effets numériques. Il y a des effets numériques rajoutés, mais il existe vraiment. Quand il va sous l'eau, quoi. C'est ça, évidemment. Mais tous les détails, toutes les sculptures et tout ça a existé vraiment. Ils l'ont produit. Et un très bon exemple, je trouve, c'est la scène où il joue de l'orgue. Ça, je me souvenais. C'est une scène qui m'avait marqué quand je l'avais vue il y a. Elle est géniale cette scène. Et en fait, elle dure 10 secondes et elle apporte rien au récit. Non. C'est vraiment cadeau, quoi. Là, ça me fait fort penser au Capitaine Nemo, quoi.
Oui, c'est ça, mais c'est un mélange, c'est Capitaine Nemo chez Lovecraft, quoi. Ouais, C'est un mélange de... Mais c'est vraiment cadeau au spectateur, quoi, parce que c'est une scène qui apporte rien, elle dure 10 secondes, elle a dû coûter une fortune. Mais un truc qu'il faut tellement peut-être préciser, c'est que en fait, Disney, lorsqu'il a vu le méga succès qu'avait eu le premier film, l'idée c'était faites-moi des suites, et l'idée c'était de vraiment tout miser sur ces films-là, ce qui fait qu'ils ont eu un budget démentiel. Énorme, peut-être les chiffres, Caro, non. je sais pas. Non. Mais ils ont tourné le 2 et le 3 en même temps. Et ils ont tourné le 2 et le 3 en même temps, exactement, c'est ce ça. qui va amener des soucis de production. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop dit sur le 1, mais le 1 était un énorme pari, effectivement. Un énorme pari, oui. Et d'ailleurs, personne l'attendait. Ça a été une surprise énorme, ce film-là. Personne l'attendait du tout. Je suis allé revoir un peu dans les Mad Movies de l'époque. C'est super marrant parce qu'il y a 3 lignes, quoi. Ah ouais. Ça montre. On a l'impression aujourd'hui que c'était le truc que tout le monde attendait parce que c'est un méga succès. En fait, vraiment personne. Dans le Mad Movie, celui de Juillet août, il y a genre une preview d'une page, et puis après dans celui de septembre, il y a un encart qui explique il est sorti. Mais tout le monde s'en foutait complètement, quoi. Même les journaux spécialisés. Donc ça, c'est assez étonnant. Et après, par contre, il y aura une couverture médiatique qui va grandissante avec la sortie des films. Ouais. Mais voilà. Et donc c'était vraiment la surprise inattendue. Le succès, et c'est vrai que vu le succès énorme, alors là ils ont eu des budgets monstrueux pour les suivants, dans lesquels ils sont bien rentrés. Parce que je crois que ça allait dans les 200 millions, quelque chose comme ça, c'est énorme là pour les. Le 4, c'est un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. C'est ça. Le 4. Qui a en tout cas à l'époque été le plus cher, et puis maintenant il s'est fait battre évidemment. Dans la boursouflure hollywoodienne. 2011, le 4. C'est ça. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, je repense, parce qu'ils le disent dans le Mad Movie, je me souviens, j'avais lu le petit article quand ils en parlaient, et en plus ils en attendraient, mais si le journaliste de l'époque voyait ce qu'est Disney aujourd'hui, c'est marrant, parce que déjà à l'époque il dit on n'attend de toute façon plus rien de cette boîte qui n'arrête pas de se digérer elle-même et recycler ses propres trucs. Alors c'est dingue, parce qu'en plus à l'époque ils étaient en transformation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore la vague super-héroïque, elle allait venir juste après, donc c'est ça qui est fou. C'est fou, quoi. Ouais, c'est assez marrant de voir ça, et quand on voit effectivement ce qu'est Disney en 2024, on y va. Voilà. Ouais. La chute n'était pas encore à ce moment-là. Là, ça devient un peu compliqué. Mais alors, ce 2, toi, je ne sais pas, toi. Alors, je pense que j'avais vu certaines images à l'époque, mais quand je l'ai revu ici, je ne me rappelais plus d'avoir vu même la fin du film. Mais je trouve très chouette. J'ai été plus ici séduite par le premier, parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à détester ce visionnage, et j'ai adoré. Le 2, je le trouve plus beau que le 1. Maintenant, au niveau de l'histoire, je préfère l'histoire du 1. Ouais, je préfère le scénar du 1, mais je préfère l'esthétique du 2. J'ai pas grand chose à dire niveau cinéma de ces films, à part que mise en scène incroyable, costume incroyable, décor incroyable, CGI incroyable, c'est très très beau. Non, c'est pas le genre de film qui me fait rêver non plus, mais c'est joli, quoi. Ouais, moi, il y a un aspect, et tu l'avais déjà évoqué, mais là, il faut le souligner. En fait, je crois qu'il va falloir le souligner à chaque film, mais c'est Second Couteau, j'adore. Donc, David Jones, on n'a pas dit, mais il est interprété par Bill Nighy. Je ne sais jamais comment. Nighy, sûrement. Qu'on adore au Popcorn Club. Que tu adores. Ah oui. On en a parlé. On en a parlé, c'est vrai. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, oui, j'avais oublié. Et alors, il y a aussi, on n'a pas mentionné Stellan Skarsgård, qui apparaît dans l'équipage de David Jones et qui joue le père de Will Turner. Ça, j'ai pas Bill Le Bottier. J'en ai pas parlé, mais effectivement, il avait son importance dans le premier, mais il était juste nommé. Là, dans le deuxième, on le voit. Il a un rôle central parce que ça va être la principale motivation d'agir tel que Will Turner agit dans les. La question de la paternité va devenir un fil conducteur de toute la saga, effectivement, à partir de là. Ils ont tous un but, et chaque but est différent, donc ils essayent tous un peu de choper ce compas qui chopera ce cœur. Ils ont tous un peu des motivations personnelles, quoi. Exactement. Alors ça, c'est justement, j'arrive au deuxième point que je voulais évoquer par rapport à ce film, c'est que là, l'idée de jeu de dupe où tout le monde trahit tout le monde, le film embrasse complètement cet aspect-là dans le premier. Dès la première séquence un peu héroïque, un peu de bravoure qu'on a dans une île qui d'ailleurs est une île qui rappelle énormément un peu les films de cannibales ou des choses comme ça. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette scène d'ouverture. On n'a pas parlé de cette scène d'ouverture qui est incroyable. Elle est géniale, cette scène. Incroyable, avec l'idée que à un moment, tu vois l'équipage pirate qui cherche à s'évader, on se dit c'est peur, ils vont s'entraider, ils vont essayer de s'enfuir, et puis en fait ils se rendent compte que s'il y a un seul des deux qui parvient à atteindre le bateau avant les autres, en fait ils peuvent démarrer le bateau et s'en aller, et donc tout à coup on se rend compte qu'ils font la course pour qui va pouvoir survivre. J'adore parce que on sait jamais sur quel pied danser. Et ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne du tonnerre, d'autant plus que je sais pas comment le film fait, mais il est tout le temps dans le registre de la comédie quand il fait ce genre de choses. Alors que c'est quand même un truc assez dark à montrer l'air de rien.
D'autant plus que juste 2-3 secondes après la scène que je viens de décrire, on voit un des deux groupes chuter face à une mort certaine, quoi. Et donc je suis là, mais et pourtant je ris à ce moment-là. Ouais, c'est ça qui est fou. Il pousse le curseur de la comédie plus fort dans le deuxième, et ils sont à l'aise. Il y a certains qui trouvent déjà qu'ils ont fait un peu trop, à la fois Verbinski et Sparrow. Moi, je trouve que c'est le plus drôle, très clairement. Effectivement, je trouve que c'est pas encore lourdingue comme effectivement ça peut l'être peut-être dans le 4 et le 5. Il y a ça, et en plus, le film est, en comparaison avec le 3, en tout cas, relativement clair dans ce qu'il raconte. Oui, j'ai tout à fait. Même mais si il ça annonce commence... les problèmes. il annonce les problèmes d'écriture du La 3. fin, quand même, commence à devenir dure. Quoi. Déjà, les enjeux. Et notamment, en fait, ce qu'il y a, c'est que... vas-y, décris-moi la fin. Ce que tu veux. On peut spoiler, vas-y. Ouais. On peut spoiler. Oui, on peut y aller. Jack Sparrow disparaît et alors on pourrait s'attendre à ce que le film s'arrête là, par exemple. Mais il continue, il rentre dans le bayou, dans un nouvel environnement en fait, pour rencontrer une personne qui apparaît comme une forme de sorcière particulière, en tout cas qui a des pouvoirs spécifiques. Et finalement, ils se rassemblent et toutes les énergies se rassemblent avec l'idée. Là, pour le coup, voilà, ils se rassemblent tous, ils se disent on devrait le sauver, Jack Sparrow, et le faire retourner parmi les vivants. Elle dit où il se situe, ni chez les vivants ni chez les morts, mais en fait il a été emprisonné par David Jones, et donc elle peut le faire sortir si tout le monde veut tenter l'aventure, et on voit réapparaître Barbossa qui était mort à la fin du 1. Donc là d'un coup on a un nouvel environnement, une nouvelle protagoniste dont on ne connaît pas les pouvoirs et on ne sait pas ce qu'elle fait là, et un Barbossa qui revient sans qu'on dise pourquoi et comment il a pu revenir, ça sera pas clarifié avant longtemps en fait. Oui, et on a l'impression que dans cette scène il y a quelque chose qui se passe où tout le monde est d'accord du genre il faut qu'on soit solidaire de Jack Sparrow et qu'on le ramène, alors que tous les personnages qu'on voit à un moment donné ont essayé de le tuer ou de l'abandonner. Et qu'au début du 3 en fait ils vont retourner sur l'idée en fait personne ne voulait te sauver, mais on l'a fait chacun pour notre intérêt propre. Il se raccroche un peu au bord, mais effectivement vas-y. Non, mais on a oublié de mentionner que Elisabeth, c'est elle qui a en fait en utilisant sa beauté, sa séduction, a rodé un gros patin de Jack Sparrow pour l'attacher au bateau, pour le livrer au Kraken, pour qu'après eux soient tranquilles, quoi. Et là, lui dit pirate, genre je t'adoube justement. Voilà, c'est ça. Tu deviens une vraie pirate, et il trouve ça génial qu'elle l'ait trahi en fait. Mais oui, il a vu ce baiser, donc oui, il pense que. Ça ne va pas. Mais il n'a pas l'air très traumatisé, il n'a pas beaucoup d'expressions par rapport à ça. Mais voilà, et donc ça c'est intéressant à mentionner aussi parce qu'on sent après qu'elle est un petit peu mal, parce qu'en fait elle l'a dit à personne, qu'en fait c'est à cause d'elle qu'il est à moitié mort c'est elle qui l'a sacrifié très clairement. En fait, Turner et Swan, c'était les deux seuls qui avaient un intérêt commun en permanence, leur amour. À partir de là, même eux, leurs intérêts se défont, et dans le 3 ça sera la course et alors, donc, pour revenir peut-être à l'aspect production, c'est qu'en fait Gore Verbinski l'avait expliqué, je pense que c'était justement dans le cadre d'interview lors de la sortie de A Cure for Wellness, à quel point la production avait été chaotique de ce film, et quand il commence en fait le tournage de Pirates des Caraïbes 2, en fait il y a un peu plus de la moitié du scénar qui est vraiment finalisé, et où en fait il y a des séquences entières qui sont pas écrites et où il est obligé de composer. Et alors un truc que je trouve génial, c'est que toute la séquence, on n'a pas parlé de ça, mais il y a une séquence de bravoure géniale aux 2 tiers du film, qui est un combat de sabre à 3 intervenants. Sur la roue là. Sur la roue du moulin. Voilà. C'est génial. Et ultra drôle, c'est le passage le plus drôle du film. En plus parce que c'est génial. Et ça rien n'était écrit. Rien n'était écrit. À un moment, il a dû composer avec les enjeux du moment, ceux qui comprenaient de l'histoire. Et en fait, ça c'était une phrase, c'était un tout petit bout de page. C'est ça. Et ça a donné une des meilleures scènes du 2, clairement. C'était une des meilleures scènes du 2, exactement, parce qu'en plus, c'est pas juste de la poudre aux yeux, c'est de l'action pour te donner de l'action, c'est qu'il y a un vrai enjeu narratif. Et la narration avance, exactement. Ça c'est très fort, parce que il fait évoluer très largement le scénario dans toute cette scène là très longue aussi sur la plage dont tu parlais. Il fait évoluer le scénario sans un mot prononcé, et ça n'est que du cinéma, et il se passe le coffre, et donc on doit comprendre en permanence et presque du cartoon, et avec un côté burlesque, avec un côté slapstick burlesque, que j'adore. Tout à fait, on est presque avec des toons là, très clairement dans l'humour. Il se casse la gueule, il se relève, et avec les 2 pirates, un peu de son, quoi. celui qui perd son œil, qui essaie de choper le coffre, ils se courent tous les uns après les autres. Et puis les pirates de David Jones, il y a celui qui perd sa tête là, mais ils sont pas morts puisque en même temps c'est des anthropophages qui courent derrière. C'est un bordel sans nom, mais ça marche du tonnerre. C'est super drôle, quoi. Donc voilà un peu les réflexions que j'avais à faire sur ce film, et que j'aime beaucoup en tout cas. Ouais.
les films là commencent à perdre un peu mon intérêt en termes de type de film et de scénario. Oui, mais c'est pas. Le personnage de David Jones est quand même vachement bien. Mais j'adore ce personnage. En fait, j'aime le film pour son aspect esthétique, non pour son aspect scénar. C'est moins mon délire. Celui-là me faisait fort penser à Indiana Jones. Celui-là, dans tout le côté chez les cannibales, machin. Je suis d'accord. J'aime bien sur l'esthétique, j'aime bien sur. Maintenant, voilà, c'est pas. Non, mais je trouve que la figure de David Jones est intéressante, même narrativement. Parce que lui, c'est un vrai personnage tragique. Pour le coup, mais j'aime bien son personnage dans le 3, David Jones. En fait, il y a la résolution. On n'a pas expliqué justement David Jones, son grand drame dans sa vie. Le grand drame, c'est ça. C'est l'amour. C'est ça. Il est tombé amoureux, mais pas de n'importe qui, puisqu'il est tombé amoureux de Calypso, justement, qui est la déesse de la mer, en gros, c'est ça. Et elle l'a trahi parce que, comme on voit pour Will Turner après, puisqu'il devient le capitaine du Hollandais volant, quand on est rattaché, quand on est capitaine du Hollandais volant, on reste 10 ans en mer, on a le droit à une journée sur Terre. Et on apprend que cette journée-là, la fameuse déesse de la mer pour laquelle il était amoureux n'est pas venue. Ça lui a brisé le cœur à tel point qu'il a dû, pour supporter la tristesse, s'arracher le cœur et la mettre dans ce fameux coffre. C'est ça. Et donc c'est un personnage qui n'a littéralement plus de cœur, mais qui est en même temps complètement rongé par ce chagrin, amoureux aussi, et cette rancœur, tout à fait. Et c'est vrai que la résolution vient dans le 3. Et c'est vraiment un personnage, alors pour le coup, tragique jusqu'à la fin du 3, puisque sa fin est tragique, où il y a très peu d'humour associé à ce personnage-là, mais qui est... Et ce qui est paradoxal, c'est que Bill Nighy le joue avec beaucoup de comédie, je trouve, dans son jeu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve en décalage, en plus, avec le sérieux du personnage. C'est vraiment particulier. Je trouve triste tout le temps, il me fait de la peine tout le temps, quoi. Il y a un côté, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que par moments, dans ses attitudes, dans ses petites mimiques, il y a un côté humoristique, mais il est écrit, effectivement, il est vraiment tragique, donc il fait de la peine. C'est un personnage tragique, dont les personnages tragiques, ils font de la peine. En plus, il est beau. Parce que l'essence du personnage tragique, t'as envie de l'avoir en plus. Mais l'essence du personnage tragique, c'est que quoi qu'il fasse, il est foutu. Le destin est là. Le destin va l'anéantir, et même il a beau se battre contre son destin, il ne pourra rien faire contre ça, et c'est vraiment ça qui est développé avec ce personnage. Un antagoniste drôle, pour moi, c'est Barbossa. J'arrive pas à trouver David Jones drôle, vraiment pas. Mais... c'est le duo Sparrow-Barbossa qui est oui, c'est vrai que c'est drôle, on l'a pas évoqué. Ça, à nouveau, dans l'aspect comédie, il y a ce jeu du plus gros zizi entre les deux, et notamment avec le télescope, là, avec la longue vue, ça c'est super drôle. Avec la longue vue de Jack Sparrow, après, complètement improbable, il ne doit rien voir à travers, tellement les géantes, elle est pliée là. Mais donc ce deuxième film nous amène tout à fait directement au troisième, parce que c'est vraiment une fin méga ouverte, genre ok, on doit aller rechercher Jack, donc peut-être qu'on peut passer à ce troisième film, sauf si vous avez quelque chose de précis à dire sur l'univers du deuxième film. Il y a juste le 2 et le 3 vont ensemble, en fait, ça répond très fort. Il y a juste l'idée que le Commodore Norrington revient dans le 2, sauf qu'on le voit, il a tout perdu parce qu'il a laissé s'enfouir Jack Sparrow. Resituons pour nos auditeurs que le Commodore, c'est celui que Elizabeth devait peut-être épouser au début du premier film. Dans le premier. Norrington. Et en fait, peut-être juste pour... Ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'il a accepté sa défaite à la fin du premier. Bon an, mal an, mais voilà. Le man, il a accepté finalement que ça ne soit pas la sienne. Et il a même accepté de gracier les deux, Turner et Swan, alors qu'ils avaient été Jack Sparrow. Plutôt sympa. Et donc dans le 2... Si, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas bien dit. Enfin, j'en ai un tout petit peu parlé, mais c'est la figure de Beckett quand même. Parce que le gros enjeu du 2... c'est quand même la fin de la piraterie. Hein, voilà, donc revient là-dessus, c'était ça en fait. On était parti de là, effectivement. C'est ça, quand même. C'est quand même ça, c'est le nœud du problème dans tout le film, quoi. Parce que ça c'est un classique des récits en général de la littérature. Dans les univers, on met toujours ça à la fin de la période. On met pas ça à l'âge d'or de la piraterie, on met ça comme le western crépusculaire. Comme le western, c'est vrai. Et quand on regarde, finalement, il y a presque plus de western crépusculaire que de western de l'âge d'or de la conquête, ou de films de pirates qui se passent à l'âge d'or de la piraterie. C'est toujours c'est un nœud narratif qui est intéressant à jouer, quoi. Et là, c'est vraiment ça, le cœur. Beckett, il dit, le but de Beckett, c'est de supprimer la piraterie, tout ça pour simplement stabiliser les transferts commerciaux qui sont installés, et tout l'enjeu pour supprimer la piraterie dans l'univers de Pirates des Caraïbes, c'est de supprimer la dimension fantastique de la mer. Donc et lui, il veut, et il y arrive d'ailleurs dans le 3, on fait le lien avec le 3, c'est d'avoir le contrôle de David Jones, qui est un peu finalement la représentation presque de l'élément surnaturel de l'univers de Pirates des Caraïbes, prendre le contrôle pour en fait le mettre sous sa coupe et assainir l'univers, le milieu des Caraïbes. Et d'ailleurs, il dit littéralement
le monde rapetisse, les cartes se précisent. Il dit Tout quelque à fait, chose comme ça. c'est ça. Il y a une réplique qui dit vraiment, on est à la fin. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, très visuellement, ça se marque, et ça c'est très juste historiquement, ça se marque dans l'apparition. Au moment où il le dit, il est devant une carte du monde, et en fait, si on voit Beckett, il est souvent devant une carte du monde qui on est en train de peindre, donc on est en train de réaliser le rapetissement du monde, et au moment où il le dit, il y a une horloge qui monte pour être placée au clocher. Donc il n'est pas anecdotique, ça se sent quand on le voit, qu'il n'est pas anecdotique ce plan. Et donc c'est montrer aussi que petit à petit le monde se met au temps de la rationalité politique de l'Occident, et notamment dans la capacité à considérer que le monde entier est dans le même temps, le même présent, et que ce temps est calculable. Et en fait, ça rentre dans un phénomène que les historiens et historiennes mettent fort en avant, c'est-à-dire la colonisation, la première mondialisation comme mathématisation du monde, où tout devient potentiellement compréhensible, rationalisable, à partir du moment où on met tout sur un même plan de connaissance et de contrôle. Et ça empêche donc effectivement toute autre forme de spiritualité, toute autre forme de fantastique en fait. Et donc ce passage effectivement d'un âge de la piraterie quasi mythologique à un âge de la rationalité politique des grandes puissances, c'est pas mal dépeint dans ces films, et notamment dans le 2 qui est un peu central pour ça. C'est une question du rapport entre temps linéaire et temps mythologique. Ça, c'est vraiment typique des mythologies, des mythologies essentiellement antiques, mais qui est repris aussi par Tolkien, par exemple, dans son univers. C'est que le temps mythique est un temps circulaire. En fait, c'est un temps qui n'avance pas. Qui est toujours fixe. Et quand on sort des mythologies, on arrive dans un temps temporel, donc une linéarité, et une forme d'eschatologie, donc une notion de fin du monde, etc., du temps qui avance. Et c'est vraiment thématisé là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, Beckett, lui, il veut sortir du temps mythologique de la piraterie, notamment en supprimant les éléments fantastiques et surnaturels, pour rentrer dans le temps rationnel du capitalisme mondialisé, en fait. Et c'est intéressant que vous mentionnez ça, parce que justement, lorsqu'on arrive dans le 4 et le 5, il y a des bonds dans le temps qui sont faits. Et puis notamment, il y a toute une histoire qui apparaît 20 ans après. On a l'impression que le monde n'a pas bougé. En termes de représentation de la piraterie. On est toujours à la fin de la piraterie. On est toujours dans ce temps mythologique. Voilà, c'est ça. En fait, ça c'est un problème, je trouve, et c'est là qu'on voit qu'il y a une trilogie, puis il y a 2 autres films. C'est que on abandonne toute cette idée. Alors il y a d'autres intérêts, il y a d'autres logiques, d'autres phénomènes qui sont mis en avant dans les 4 et 5, mais cette idée de fin de la piraterie qui mettrait fin à un certain fantastique, à une certaine mythologie des pirates disparaît complètement, et on refait droit en fait à cet univers-là. On ne dirait pas qu'en fait il était sur le point de mourir. Non, c'est ça. C'est ça que je disais que c'est génial chez Disney, parce qu'ils actent que Beckett a raté son coup, comme si effectivement le temps n'était pas devenu capitaliste, alors que dans les faits la piraterie a bien disparu dans les Caraïbes, donc c'est bien Beckett qui a gagné dans la réalité, mais dans l'imaginaire des pirates, ça reste le temps mythique, le temps de l'aventure simplement, et du romanesque. Et ça, c'est un choix effectivement de l'auteur. Et donc ça nous amène au 3, la résolution de tout ça. Mais donc on est en 2017, donc les 2 films ont été assez proches. Donc David Jones... J'ai dit 2017 2007 et 2000, pardon, oui, c'est ça, oui. 2007, voilà. Pardon. David Jones sert à présent donc Beckett et la compagnie anglaise des Indes orientales. On sent qu'il est un peu dépité par la situation. Et l'invincible Hollandais volant écume les 7 mers, massacrant sans pitié tous les pirates et sabordant leurs navires. On sent que je suis en train de lire mes notes, tellement c'est bien dit. Will, Elizabeth et Barbossa, ils doivent alors rassembler les 9 seigneurs de la cour des frères, mais il manque Jack Sparrow, évidemment. J'avoue que ce troisième... La cour des frères, tu l'appelles ça? La cour des frères, c'est cool, mon résumé sur internet, ça s'appelle la cour des frères. Ah oui, je me souviens. Oui, d'accord, ça va. C'est le tribunal pirate, non? Tribunal pirate, oui, c'est comme ça que j'avais retenu. Eh ben, faudra dire à Allociné qu'ils se sont trompés. J'avoue que j'avais tellement peur de dire n'importe quoi pour résumer ce 3e film qui, pour moi, mais je comprends. Perdu. J'ai été prendre quelques notes. Ah oui, non, t'as raison. Parce que juste en faisant les cafés, parce que oui, pour une fois, il n'y a pas d'alcool à ce podcast, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plein dans le frigo. On est au café. Pas un peu de rhum. On se regarde avec Vincent, on dit on est un peu fatigué pour l'instant. Je lui dis, tu sais, moi quand j'ai regardé le 3, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais conne en fait, parce que je comprenais rien. Et il me dit, en fait, moi non plus. Donc rassurez-nous,
Le 3, Non, on comprend vous rien. vous Non, perdez. Ok, si, à la ça fin, tout se remet un peu À en la ordre, fin, on tout voit se plus ou remet, moins. Mais il y a des moments où tu dis, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Où est-ce qu'ils veulent en venir? ça Ouais, nous tout à rassure fait. tellement. Si. Toi aussi, Julien, à un moment donné, le 3, tu te perds. Dis-nous oui, s'il te Oui, plaît. oui, alors je l'avais Ah, vu au ça va. cinéma, en plus celui-là, en voyant les deux autres aussi au cinéma, et pourtant j'avais perdu les enjeux, je comprenais même plus, je savais pas où était Jack Sparrow, je savais pas ce qui se passait. Et non, ça a été un moment d'incompréhension, donc j'ai suivi les images, voilà, c'était pas dégueu. Les belles images. Voilà. C'est Et juste en le bout revoyant du les monde. 5 films, Ouais. voilà, j'ai beaucoup plus vu les films, mais c'est compliqué, ouais. Mm. Ils en sont arrivés à un point. Maintenant, il y a un truc qui me plaisait dans ce film, c'est qu'il tue un enfant. Tu sais bien, moi j'aime bien. Oui. Hein. Ah, au début, hein. Ouais. Mais c'est vrai que la scène d'ouverture est assez étonnante. C'est Ouais. assez, c'est Elle est assez d'une trash. très très grande noirceur, effectivement, Ouais. très désespérée. Un ton qui va complètement disparaître après de la scène Oui, d'ouverture c'est d'ailleurs. C'est juste juste la au scène début, d'ouverture. ouais, et je trouve qu'on voit plus les morts, dans mes notes, j'ai mis des guillemets, morts entre guillemets, on voit plus les visages des morts qu'on ne voit que dans le premier. Et de nouveau, production Disney grand public, c'est étonnant C'est qu'ils étonnant. pendent l'enfant. C'est vrai que je Ouais. me suis dit, ils vont pas le pendre, il va se passer quelque chose. Ah bah si, ok. Mais oui, ils moi pendent je le m'attendais gamin. vraiment Ouais, pas à ce qu'ils le pendent, donc Ouais. je trouvais que ce début du 3 me disait bien, tu vois, je me dis et puis commence voilà, bien. ça commence bien, et puis voilà, je trouve que quand même visuellement, même si on est dans la continuité du 2, je trouve ça un peu, enfin de mon point de vue, c'est étrange parce que les deux sont faits quasiment en même temps, et je trouve que visuellement, mais il me tape moins dans l'œil que le 2. Je sais pas ce que vous en Bah, il y a pensez. beaucoup plus d'images de synthèse, je crois, dans le 3 que dans le 2. Et tout de suite, plus il y a d'images de synthèse, fatalement ça vieillit un peu. Je pense que c'est peut-être ça. Il y a beaucoup plus de plans retravaillés que dans le 2. Ouais, C'est que ça peut, et peut-être aussi l'urgence, puisqu'on sait bien ils l'ont tourné dans des conditions très C'est très ça. compliquées. Ouais. Est-ce que c'est ça qui donne ça, est-ce qu'il y a une urgence de production et de post-production qui fait que visuellement, Ouais, ils ont eu très peu de temps pour la post-prod. Ouais, hein. c'est ça, Sur ça, ce ça film. se Non, sent, ça reste ça se sent. impressionnant, mais, Ça reste sympa, hein. c'est Je ça. sais pas faire la moitié ou le Mhm. quart ou le 15e, ça. mais ça Ouais. reste. mais par rapport aux deux, oui. Maintenant, il y a des Ouais. scènes beaucoup plus, encore beaucoup plus, comment dire, extraordinaires aussi dans la représentation. Hein. Notamment là, le final avec le maelstrom et tout ça, fatalement. Et le- Très petite sirène. Oui. Mais Mais- l'habillage visuel de Will Le Bottier, autant dans le 2 que dans le 3, je le trouve assez fou, quoi. Mhm. Il est dégueulasse. Ouais. T'as le malaise quand tu le regardes, Ouais. quoi. Mhm. Est-ce que ça serait pas le fait aussi que dans le 3, il y a presque plus de lieux humains et on est presque dans le c'est- mythologique Ouais. en permanence? Il y a le Ce début Ce à côté Singapour. tout blanc, oui, il y a le début à Ouais. Singapour. Il y a le début à Singapour. Qui est assez ouais. chouette quand même, Ouais, l'univers de ouais, la piraterie en Asie, comme Tout ça, à c'est quand même fait. sympa. Avec Chow Yun-Fat. Ouais. Petite apparition de Chow Yun-Fat. Il Ouais. n'a pas un gros rôle, mais moi j'avais complètement oublié en fait que Chow Yun-Fat avait fait des rôles en anglais. Ah oui. Tout simplement parce que je pensais que c'était une quiche en anglais ce gars-là. Mais apparemment, c'est sa voix. Apparemment, c'est Mais- bien lui. Voilà. Il se débrouille. T'as Ouais. regardé le film en VO ici? Ouais, j'ai regardé en VO. Ah ouais, ouais. c'est ça, donc Ouais. t'as entendu. Je regarde en français, j'avoue, donc t'as vu vraiment son accent. Tu sais qu'il y a une partie du film qui a été censurée par les autorités chinoises. Ah ouais, Ah ok. ouais. Parce que, parce qu'ils considéraient que ça donnait une image de diabolisation du chinois. Ouais, il a ce L'image côté-là. est- ouais, enfin, Avec elle est très ces typée, longs ongles là. Ouais, un très- traité très ombre archétype. jaune, Oui, Fu voilà. Manchu, quoi. Ouais, tout à Ouais. fait. Et ça, c'est un peu l'imaginaire raciste Mm. qui était très présent justement dans la littérature populaire du 19e et même de la première moitié du 20e. Hein. C'est ce qu'on appelle le péril jaune, quoi. Vraiment l'idée qu'il y a une vraie menace asiatique et les grands méchants étaient des figures asiatiques souvent. Et représentés un peu effectivement comme sur un pirate, c'est-à-dire chauve, complètement rasé, des longs ongles, un peu très distants. Ou dans Dr. No. Il y a Dr. No, le premier James Bond. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. James Bond, le sujet qu'on ne fera jamais. C'est vrai. On a regardé les 22 films et l'épisode ne s'est jamais fait. On a une guest star assez phénoménale aussi dans ce troisième film qui joue le papa de Jack Sparrow. Ah oui, Keith Richards. Keith Richards, quand Ouais. même. Ah oui. J'étais- Qui a Ah, inspiré Johnny Depp dans la représentation de son rôle de Jack Sparrow, justement. Ouais. C'est Et donc hyper c'était un peu drôle. pour lui rendre. Mais il apparaît déjà dans. Non, il apparaît pas dans Non, le il deux. apparaît c'est dans le le 3 trois. Il est dans le qu'il 3 apparaît. Et dans le le 4, je crois, non Ah oui, c'est dans le 4 qu'il oui, apparaît dans le aussi. 4, Et alors il y a dans le son oncle qui apparaît dans le 5 ou quoi. Ouais, ça, ouais, devient, si, ça devient un peu c'est n'importe quoi vrai. parce qu'à Ouais, aucun ouais. moment ils n'ont un rôle véritablement marquant. Non. Bah, d'où l'idée, c'est ce que tu évoquais avec l'idée de filiation Ouais. et de paternité. Ouais. C'est ça aussi que le film cherche un peu à montrer. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, Oui, et parce qu'il y a- puis, ouais. Il replace, il crée une société pirate mondiale en fait. C'est un peu ça qui est intéressant. Ça sera pas repris dans les 4 et 5. Ce tribunal disparaît complètement. Ouais. Mais c'est assez intéressant cette sorte de géopolitique des pirates à travers le monde qui permet de voir aussi qu'effectivement la piraterie c'est pas que dans les Caraïbes. Et effectivement, il y avait beaucoup de. J'ai une question à te poser. J'avais lu aussi que la dame pirate, dont j'ai oublié le nom, c'est aussi quelqu'un qui a existé.
j'ai pas son nom, mais sinon pour développer ça, il y a une piraterie dans l'océan, en mer de Chine, etc., à l'époque, aussi en Indonésie. Maintenant, je dis à l'époque, en fait, on sait bien qu'il y a des phénomènes pirates très forts jusqu'au XVIe siècle, avant que finalement la Chine, comme le Japon, vont fermer leurs côtes à la mer, et donc ça va diminuer en fait le phénomène de piraterie, notamment parce qu'il y a beaucoup moins d'effets d'aubaine, il y a beaucoup moins de raisons de mener des actes de piraterie, puisqu'il n'y a plus de commerce hors des empires continentaux. Par contre, effectivement, l'arrivée des Occidentaux en Indonésie, etc., l'arrivée des Hollandais, l'arrivée des Espagnols aux Philippines, l'arrivée des Portugais avant, enfin des Portugais et des Espagnols, puis des Hollandais, des Anglais et des Français, va réaugmenter une phase de piraterie, et notamment, pour faire le fil, la fin de la piraterie ou la diminution de la piraterie dans les Caraïbes à partir des années 1720-1730 va entraîner une forme de mouvement à la fois vers l'Amérique du Nord et à la fois vers l'océan Indien et les côtes africaines, de Madagascar jusqu'en Indonésie. On va avoir davantage de piraterie qui va se développer avec finalement la fin de la piraterie. Donc en fait, c'est vraiment des systèmes de vases communicants aussi, chaque fois autour d'effets d'aubaine, de nœuds commerciaux des empires et de lieux où les empires cherchent chacun à dominer le champ sans y arriver, et donc ça crée en fait des zones à la fois de lutte et de non-droit, qui permettent à des sociétés plus ou moins extérieures aux États de tirer leur épingle du jeu, au moins provisoirement. Et en même temps, c'est aussi un lieu fait d'île qui permet à une piraterie de passer d'un lieu de refuge à un autre, de se protéger, de tomber sous le pouvoir d'un des États avant de passer à l'autre, etc. Voilà, ça ressemble aux Caraïbes dans ce sens-là, à la zone de Singapour. Mais il y a une sorte de syncrétisme dans les Pirates des Caraïbes, c'est ça, dans le 3, qu'il n'y a pas dans la réalité, quoi. Oui, non, j'ai l'impression qu'il y a des pirates qui sont tous au même moment. Oui, quoi qu'il arrive. En termes de temps, c'est pas possible. C'est pas ça. Et en termes de formalisation d'une forme de société pirate, ça n'existe pas non plus. C'est ça. Il n'y a pas le code pirate. Ça n'existe pas. Je suis déçu. C'est ça. Ou plus provisoirement, dans des navires ou quoi. Alors, il y a une société quand même, par exemple, à Tortuga, on sait bien qu'il y a eu quand même quelque chose des tentatives, des expérimentations plus ou moins politiques. En tout cas, on a des traces de gens qui expliquent ça, des pères jésuites ou quoi. Et Tortuga était pas mal parce qu'elle est située pas loin de Hispaniola, de la Jamaïque, de Cuba, donc vraiment au milieu de ces territoires entre espagnols, anglais, hollandais. Et c'était quoi alors la particularité de Tortuga en termes termes politiques et économiques? Ah oui, d'accord. Il avait une forme de tortue. Oui, mais je veux dire en termes politiques et économiques par rapport à l'époque. C'est pas vraiment une île pirate comme on voit dans Pirates des Caraïbes. Alors pas à ce point-là, mais il y a eu quand même. C'était une île qui appartenait à différentes puissances en fonction des époques, aux Espagnols puis aux Français. Et en fait, l'île avait des côtes et en même temps des forêts difficilement pénétrables, des collines dans lesquelles on pouvait aller se cacher. Et en fait, dès les années 1650, il y a toute une série de pirates qui se sont retrouvés là, ceux qu'on appelle plutôt les boucaniers, et qui ont formé une forme de société plus formalisé qu'autre part. Et c'était un des lieux de refuge de pirates qu'on trouvait dans les Caraïbes, comme dans l'île de Nassau au nord, ou à d'autres zones aussi, en Jamaïque aussi, des zones de refuge pirates, quoi. Mais qui pouvaient changer facilement en fonction des dangers, en fait. Par exemple, les Espagnols vont construire un fort sur Tortuga pour empêcher que des pirates puissent s'installer. Ok. Peut-être situer comment ça se passe alors pour David Jones avec Calypso. Comme ça, on peut clôturer. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, alors attends. Attends, concentre-toi. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je me lance? Vas-y. Je m'en souviens mieux parce que il est complexe ce 3. Ce que tu l'as regardé hier, c'était il y a longtemps, quoi. Oui, c'est ça. Mais non, mais déjà, on ne sait pas qui est Calypso. On ne sait pas exactement, c'est ça. Et on finit par comprendre. Oui, on comprend quand même très mais vite. Mais d'abord, le pirate de Singapour, dont j'ai oublié le nom. On va l'appeler Choyun Fett. C'est ça. Oui, pense que c'est Elizabeth Swann, Calypso. Mais en fait, c'est la sorcière qu'on voit à la fin du 2. La sorcière vaudou, et c'est ça, en fait, Calypso, c'est incarné dans cette figure-là. Et je trouve que c'est quand même super obvious assez vite. Mais oui. Oui, évidemment. Quand même. Oui, évidemment, c'est ça. Mais alors, il y a surtout la confrontation, du coup, entre
entre David Jones et Calypso, qui va venir un peu dénouer l'intrigue, parce que déjà, ils vont pouvoir s'expliquer. Et donc, elle-même va dire une très belle phrase à un moment, « Ah, tu n'étais pas là, mais c'est ma nature de ne jamais être là où je l'attends », lié évidemment à la violence et à l'insécurité de la mère. Et si je n'étais pas comme ça, tu ne m'aimerais pas vraiment. Ouais, il y a un peu ça. Mais Calypso apprend aussi que David Jones l'a trahi. Du coup, parce qu'il a participé, en fait, le tribunal pirate, la première fois qu'il s'est rassemblé, c'est pour enfermer Calypso, qui est la déesse de la mer, pour pouvoir justement régner sur la mer. Dans une enveloppe charnelle, donc. C'est ça, il l'enferme dans une enveloppe charnelle pour, en fait, pouvoir régner sur la mer sans avoir cette déesse-là imprévisible et violente. Et donc, elle apprend à ce moment-là que, en fait, que ce sont les pirates qui l'ont enfermé, et grâce à l'aide notamment de David Jones, qui lui était poussé par la rancœur à ce moment-là pour l'enfermer. Et donc, les pirates, c'est pour ça qu'ils se rassemblent d'ailleurs, tout simplement, pour décider de libérer Calypso, pensant qu'en libérant Calypso, elle va détruire, puisque la mer en gros appartient maintenant à la Royal Navy, va pouvoir détruire la Navy, et eux vont pouvoir récupérer. Mais entre-temps, via David Jones, elle apprend que c'est les pirates qui l'ont trahi. Et donc, voilà, il y a cette ambiguïté qui est résolue un peu bizarrement dans le film, parce qu'au final, elle ne se retourne pas vraiment contre les pirates. Non, elle crée un maelstrom. C'est ça, elle crée un maelstrom. On la voit plus. Mais la crainte, c'est évidemment, c'est que quand il la libère, elle détruise les pirates. Ce qu'elle dit à un moment, je vais les détruire dès qu'il me libère, je vais les détruire. Et puis finalement, c'est un effet un peu bizarre dans le film. Effectivement, elle fait un maelstrom, elle disparaît très vite. Il se passe plusieurs choses, en vrai. Donc déjà, la première partie du film, on l'a pas évoqué, mais c'est une longue séquence qui vise à libérer Jack Sparrow du monde des morts. Bon, après seulement, on arrive dans cette dynamique-là. Avec une dimension de là, un peu tout much dans l'humour, parce qu'on voit Jack Sparrow qui parle à des multiples de lui-même. C'est une catastrophe. Une phase un peu absurde qui est pas super drôle, qui est un peu malvenue. Et puis t'as l'impression que ça tire sur la corde juste pour rajouter des minutes au film en réalité. Et pour rajouter du Jack Sparrow littéralement en fait. Ouais, c'est ça. C'est du one man show. C'est Johnny Depp. Vas-y Johnny, fais-nous rire. C'est ça, ouais. Et donc oui, donc à cette fin de film, parce que ça me paraît super important, parce que normalement tout se résout à ce moment-là. Et moi, le truc qui me frustre énormément lorsque je regarde cet épisode 3, c'est à quel point ce qu'on me vend depuis le début du film, et j'ai presque l'impression depuis une bonne partie du 2, c'est qu'il va y avoir une grande confrontation d'armées pirates contre une armée représentant le gouvernement, et au final, ça finit comme un pétard mouillé, puisqu'il y a ce maelstrom, et il y a un combat d'un navire contre un autre, avec une armée qui reste dans un coin, et une armée qui reste dans l'autre, et ils se regardent de loin. Avec 3 millions de navires de la Royal Navy qui voient, ils ont battu un de nos navires, bon, on va pas les attaquer finalement, alors qu'ils les auraient défendus. Alors que tous les Anglais étaient là, quoi, littéralement. Tous les Anglais. Et ça, c'est vraiment la grosse frustration que j'ai c'est très bizarre, avec ce film, quoi. Mais voilà. Et sinon, vas-y, je t'en prie. Oui, juste pour revenir sur la question de Beckett, parce que je trouve ça, le troisième film complexifie un peu cette histoire de passage d'un temps mythologique des pirates à temps du capitalisme rationalisé. C'est que finalement, avec le personnage de Calypso, on crée un troisième temps, et finalement Calypso représente ce temps de la mythologie désordonné, chaotique, où même les pirates n'arrivaient plus à s'entendre, où l'humanité, même pirate, n'y arrivait pas. Les pirates arrivent à s'entendre pour capturer Calypso et l'enfermer, et à partir de ce moment-là, on entre dans un deuxième temps déjà beaucoup plus humain en fait, où ce sont les humains qui dirigent, et les pirates, je sais plus quel pirate dit ça dans le 3, dit en fait, en faisant ça, on a ouvert la voie aux gouvernementaux, et qu'à partir de ce moment-là, ce sont les empires qui peuvent prendre la main, parce qu'on a dégagé la mer de ces puissances infernales en fait. Et le fait que David Jones soit pris et enrégimenté en fait littéralement par la navire représente ça en fait, et ça représente un phénomène tout à fait réel où les pirates pouvaient être embrigadés par une puissance, puis finalement redevenir pirates, etc. C'est ça. Qui est représenté aussi par Barbossa justement dans le 3, qui devient un corsaire, qui travaille pour le roi d'Angleterre. Maquillé d'une façon assez rigolote au début du 4 d'ailleurs. Oui, qui reste un personnage un peu comique et loufoque effectivement, qui est too much quoi. Mais qui est assis sur ce côté aussi très drôle de ce personnage, effectivement, qui est toujours aussi un peu comme Jack, dans une forme de second degré, peut-être plus conscient que Jack, puisqu'on a l'impression que lui, il est tout le temps bourré. À partir du 2, Geoffrey Rush, parce que je trouve plus premier degré dans le premier, évidemment, il puisqu'il faut un méchant antagoniste. C'est ça. Tout à fait.
Est-ce qu'on embraye sur le 4 Ouais, comme bah, on parle justement de Barbossa Ouais, voilà, c'est juste à nouveau, je veux souligner à quel point c'était une production difficile, ce qui fait que c'est normal qu'il est un peu dur à voir celui-là, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de pilotage automatique dans la production du film, beaucoup de moments à mon avis où ils ont dû filmer, ils savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire ou pourquoi ou comment, et puis qu'ils ont dû à mon avis rattraper un peu les. Le montage a dû être chaotique. Hein. Le montage, je pense, a dû être chaotique effectivement. Par exemple, il y a une petite histoire qui est connue, mais c'est genre au 5e jour du tournage du 2e film qu'ils ont tourné la fin du 3 parce qu'ils avaient besoin en fait ils savaient qu'à un moment ils allaient devoir quitter Port-Royal et qu'ils devaient tourner toutes les séquences qu'ils pouvaient depuis, et en fait la séquence de fin où on voit à la fin du 3 Jack Sparrow qui se rend compte qu'on lui a encore volé le Pearl. Tu vois, ça aussi c'est un comique de répétition. Donc, voilà, il se rend compte qu'on lui a à nouveau volé son bateau, et là il est sur un quai dans une ville. Et effectivement, ça c'était une scène qui devait se faire à Port-Royal, et donc ils se sont dit comment est-ce qu'il faut qu'on conclue la trajectoire de ce personnage-là, et ils l'ont écrit comme ça. Et d'ailleurs ça sent, je trouve, dans l'écriture des dialogues, qu'il y a un côté déconnecté. Il y a un décalage, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est déconnecté du reste. Ouais, tout à fait. Maintenant, la bataille finale, elle est un peu too much, mais elle est quand même impressionnante. Dans le carrément. Ça reste avec Denny Jones et Jack Sparrow qui se battent au sommet du mât, les passages entre les Moi, le truc qui m'avait marqué quand je l'avais vu à l'époque, c'était donc ils sont dans le tourbillon vers le fond, et il y a un bateau d'un côté, un bateau de l'autre, et ils se tirent dessus d'un bout à l'autre du maestro. Ça, je trouvais que ça, en termes d'imagerie, c'est incroyable. Extraordinaire, c'est ça. Mais voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur le 3. Et donc le 4, le 4, c'est à moi de le résumer. Qu'est-ce qui se passe à toi de le résumer, attention. Donc dans le 4, de Jouvence. Dans le 4, on reprend sur la piste sur laquelle nous a mis la fin du 3, puisque à la fin du 3, en fait, on se rend compte que Jack Sparrow a subtilisé une carte à Barbossa sur laquelle il y aurait, donc ça c'est vraiment l'appel de l'aventure pour le film suivant, il pourrait a priori trouver une certaine fontaine de jouvence. Et donc là, tout l'essentiel de l'intrigue de ce 4e volet va tourner autour de ce concept mythique. Et donc le film commence, je crois qu'il est à Londres, et il se rend compte que quelqu'un se fait passer pour lui pour recruter un équipage dans le but de partir à la recherche de cette fontaine de jouvence. Ça va l'amener à retrouver Gibbs, donc Gibbs qui est son contremaître dans tous les films qu'on n'a pas mentionnés. Je ne sais plus. Je sais même pas qui est l'acteur qui l'incarne, mais c'est une gueule, quoi. Enfin, il est vraiment. Il est bien dans le rôle. Il va aussi être amené à rencontrer une ancienne amante, comme ça arrive souvent en fait dans les films, il y a cet aspect-là, qui est joué par Penelope Cruz, et il va se retrouver embrigadé en fait, non sans avoir d'abord recroisé Hector Barbossa qui est devenu corsaire, c'est dans ce film-là, et donc va être embrigadé bien malgré lui sur un navire, donc à destination de cette quête, et il se trouve que c'est pas n'importe quel navire puisqu'il s'agit du Queen Anne's Revenge. Alors si vous connaissez un petit peu toute cette mythologie autour des pirates, il s'agit du bateau de Barbe Noire. Barbe Noire que je connaissais du magnifique film de Disney, Le Fantôme de Barbe Noire. Vous vous rappelez de ce film? Non, ça me dit rien. C'était improbable ce truc. C'est de là que je connaissais Barbe Noire, quoi. C'est pas de l'histoire, désolé. Qui est pourtant le seul vrai pirate qui apparaît dans la saga, enfin qui a une vraie base historique. Qui a une vraie base historique, oui, d'accord. Ouais. On va y revenir, mais en gros, l'idée c'est que à partir de là, on va suivre deux points de vue. Le point de vue de l'équipage de Barbe Noire dans lequel il y a Jack Sparrow, et de l'autre, Barbossa, qui lui va chercher à poursuivre le même objectif dans le but en fait de se venger, non pas de trouver la fontaine de jouvence, mais de se venger de Barbe Noire qui a coulé le Pearl, le Black Pearl, donc des années plus tôt, on ne sait pas trop exactement quand ça s'est passé, et donc ça va être une espèce de course contre la montre pour arriver à un trésor, et alors ça va être émaillé de plein de péripéties et de plein aussi de personnages secondaires, notamment un qui arrive. Enfin ça, vous allez pouvoir me donner votre avis, mais de façon un peu artificielle, j'ai l'impression, pour justifier aussi une romance, qui est le personnage de Philippe, un prêtre ou un clerc qui va avoir une espèce de romance avec une sirène. Parce que là, on est à nouveau... Sirena. Meilleure scène du film. Ah oui, ah là là, j'ai cringé, c'était malaisant ça. C'est gênant, laisse tomber. Orlando Bloom avait trouvé son maître. Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc l'élément fantastique est à nouveau très présent dans ce film-là, et puis c'est une espèce de course contre la montre, de course, dans le but d'arriver à ce trésor, quoi. Tu l'as reconnu, Philippe, il joue dans un de tes films préférés. Ah oui? Hunger Games.
Ah, mais non, Hunger Games. Oh la honte. Oh bah attends, la honte. Non, je savais pas, j'avais oublié. Mais avant de se lancer peut-être par rapport à ce film, il faut dire aussi qu'en termes de production, là, le réalisateur change. Ici, oui, c'est ça, j'ai oublié par non, contre. pas de souci, mais c'est Rob Marshall. C'est Rob Marshall. Et Julien, tout à l'heure, tu mentionnes La Petite Sirène. C'est tout à fait le réalisateur de La Petite Sirène, d'ailleurs. Voilà. Mais du remake, là, peut-être pas Oui, le dessin animé. Oui, sinon il aurait été un peu vieux. Mais toujours scénarisé par le même duo, hein, par contre. Oui, toujours le même. Au scénario, c'est toujours le même duo. Ouais. Donc ça va encore. Ouais. Oui, donc Vous en écoute, pensez quoi de ce tu film commences ou alors vous commencez Non, qu'est-ce que nos vous pensez invités, un peu de ce le quatrième volet Ouais, moi. Ben moi, comme je l'ai dit, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu sur internet directement et j'ai pas aimé la première fois que je l'ai vu. La deuxième, ici, en fait, je l'ai vu 2 fois. Ici, je l'ai vu pour l'émission et je l'ai plus aimé parce que j'ai vu les liens avec les autres, mais en fait, les liens sont quand même ténus. Ça devient, on rentre dans d'autres délires. Ils font plus mention de toute une série d'univers qu'il y avait auparavant, notamment le Tribunal des Pirates dont on a parlé. Et alors là, je trouve Jack Sparrow trop seul. Je trouve, enfin, le film a été fait, je suppose qu'il doit y avoir une raison, hein, peut-être même du côté de Johnny Depp, de vouloir faire un film centré sur lui, mais ça tourne autour de lui et il est beaucoup trop seul et le personnage de Penelope Cruz ne permet pas de remplir ce vide. C'est un duo qui marche moyen, hein, je trouve. Et donc je trouvais que ce film était orphelin de plein de personnages secondaires qui étaient intéressants et je trouve ce film ennuyant à plein de niveaux. Je trouve que Barbe Noire est un faux méchant. Il y a plein de moments où il peut apparaître comme un vrai méchant, faire des choses vraiment violentes, il essaye, etc. Quand il brûle, il rebrûle. Mais il n'y arrive pas. Alors que c'est un connard quand même. La seule chose, oui, c'est ça, c'est qu'il était prêt à tuer sa fille à la fin, et ça ne le fait pas. Même ça rate. Donc en fait, c'est un faux. Je trouve que c'est un méchant raté de ce côté-là. Incarné par contre le génial Ian McShane, que vous voyez. Il a notamment un rôle important dans les John Wick. C'est ça. Donc, vous voyez, qui est le directeur de l'hôtel. Qui est le directeur de l'hôtel, ouais, exactement. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, c'est quand on voit le 4, on se rend compte à quel point le trio d'acteurs principaux en fait fonctionnait en synergie dans les 3 premiers. Et effectivement, amputé de Elizabeth Swann et de William Turner, effectivement, il se retrouve un peu orphelin et tout seul. Et même en tant que spectateur, on a un sentiment de manque face à ce personnage-là. Et je pense que c'est lié au fait que ces deux personnes. Je savais pas quand j'ai commencé le film qu'ils ne seraient pas là. J'étais un peu même déçue. Et on ne sait pas trop pourquoi ils ne sont pas là. Hein. On lit par endroits que c'est eux qui ont refusé, d'autres qu'à un moment la production voulait repartir sur autre chose pour couper plus avec la première trilogie. On ne sait pas trop, peut-être que Johnny Depp était trop cher, parce que là par contre il a touché un cachet monstrueux pour le 4 qui a bouffé genre le quart du budget du film, ça part dans le cachet de Johnny Depp. Et donc peut-être qu'ils se sont dit on va économiser sur les 2 autres. Mais c'est ce film-là qui est un des plus chers du cinéma. Hein. Maintenant, à son crédit, c'est vrai qu'il est moins bon. Hein, tout ça, on peut le dire, il est un peu chiant, même s'il est plus court, enfin il est moins chouette. À son crédit, il renoue quand même avec plus de simplicité. On retrouve plus un esprit d'aventure qu'on avait dans le premier. Là, on a compris le scénario. On comprend le scénario, on comprend les enjeux. Dans la façon de le résumer, c'est assez simple. C'est assez clair, et alors c'est une succession de péripéties qui amène un peu... Et ça, c'est vraiment la structure traditionnelle d'un récit d'aventure. Hein. C'est une quête qui A et B, et puis entre le final et le début, il y a toutes sortes de petites péripéties, mais qui font avancer l'intrigue. Et donc on retourne vers ça, ce qui était quand même un peu salutaire après le 3, qui était effectivement d'une complexité absolue, un peu inutile. Donc cet aspect-là est plutôt sympa. Moi, le personnage de Penelope Cruz est quand même... c'est une actrice que j'aime bien. Moi, je trouve quand même très très chouette. Elle est plutôt chouette en femme pirate assez forte, même si de nouveau, elle est réduite à son rapport au masculin, c'est-à-dire elle est soit fille, soit ancienne amante de Johnny Depp. Hein, finalement, elle est quand même fort réduite à ça. Tout à fait. Alors que dans triste et dépité à la fin. Oui, c'est ça. Et alors ça pourrait faire une géniale pirate. C'est même lui qui l'a formé comme pirate, et elle essaye des choses. Elle est aussi pirate, elle est ambiguë, etc. Mais ça ne marche pas parce que Johnny Depp, lui, enfin Jack Sparrow est plus fort qu'elle. Ça. Mais c'est dans le 1 ou le 2 aussi qu'il y a Anna Maria, c'est dans le 1. Celle qui est jouée par Zoé Saldana, c'est dans le 1. Qui au départ est super discrète. Oui, mais alors au début du 1, elle l'aime pas, c'est une amante conduite et tout ça. À la fin, elle lui met la petite veste sur les épaules. Tenez, monsieur, t'es là. Et les gars, c'est un peu. C'est quand même assez redondant dans la série des Pirates des Caraïbes. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, en plus, ça se double d'une forme de soumission absolue à son père.
du début à la fin, jusqu'à même en vouloir à Jack, alors que il alors fait je la ne démonstration comprends pas à la que fin. Je ne son comprends père est pas. d'un égoïsme absolu et qu'il aurait Son- sacrifié sa fille pour survivre. sauver. Elle Elle Le truc ouais. que j'ai pas dit, c'est que son objectif, c'est pas forcément de sauver son père, mais de sauver son âme. Et c'est justement Ouais. toute l'ambiguïté. Ouais. Enfin, lui joue sur le fait que c'est bon, t'as réussi ta mission parce que, enfin, soit. Oui, c'est un Voilà. peu. Il y a un jeu de dupe à nouveau à ce niveau-là dans Et cette c'est scène ça qu'il finale. peut pas être méchant pleinement parce Mm. que sa fille l'empêche de l'être et il lui obéit plus ou moins. Et notamment, il y a tout ce travail autour de lui et du prêtre, le prêtre qui le regarde, qui l'empêche de faire telle ou telle action et il doit s'arrêter très vite en fait dans la violence. Et puis c'est un personnage un peu fan, tout simplement. Ouais, c'est vrai. ouais. Ça, Alors c'est que fan. justement les antagonistes sont super flamboyants dans les Ouais. autres, lui, alors que l'acteur est super, Mm. etc. Barbe Noire, c'est une figure Ouais. de pirate hyper mythique que tout le monde connaît en plus. Et je sais pas ce qu'il foire, mais il est très très fade du début à la fin, ce personnage-là. Il commande aux cordes. Enfin, voilà. Oui, c'est un peu Commande au particulier, cordage, mais apparemment, il a ouais. son épée Un lui donne pouvoir. une espèce de pouvoir magique sur son bateau. Sur le bateau. Et alors, il a réussi à créer des zombies, mais à aucun moment on ne le voit. Donc, il n'y a même pas une scène un peu gore de Et ce en fait, côté-là. ou là aussi, il y a macabre. une histoire de zombification Ouais. de de ces certains. lieutenants directs. Mais moi, Ouais. j'avais compris qu'en fait, il s'agissait de la réalité presque historique du zombie. Oui, c'est ça, En fait, tout c'est à ça. fait. Ouais, Voilà. c'est ça. Sauf ça que, renoue, ça, sauf avec que non, le- il y a un aspect légèrement fantastique parce qu'on a l'impression qu'ils savent pas trop réfléchir par eux-mêmes, ces gars-là. Et Et ils qui, peuvent pas être tués. On peuvent voit à certains être- moments on Ouais. les trous et ça ne marche pas. Voilà. C'est ça. Donc ça rend tout ça un peu ambigu. C'est ça. Sur, le positionnement Mais du film. autre aspect sympa, il y a quand même des sirènes. Ça, c'est quand même sympa, les sirènes, non? Oui. Ouais, Ouais, mais elles ça, sont ça- très fades. ouais. Surtout Sirena. Surtout Sirena, parce qu'elle a un nom. Non. Mais globalement, le film est plus fade et également moins drôle. Le film est moins drôle, Ouais. comme tu dis, il y a moins de personnages secondaires rigolos. Il y en a deux qui m'ont fait rire, vraiment, c'est deux placements d'acteurs un peu rigolos. Le roi qui est joué par, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais le Monsieur Dursley d'Harry Potter. Oui, Oui. Il m'a oui. fait rire. Et alors, Ah, ouais, Il a un petit rôle, hein, il a un petit rôle. mais alors Ouais, il le est bien, minuscule ouais. rôle, moi, qui m'a fait hurler de rire, mais qui est le seul moment où j'ai ri dessus, c'est Judi Dench, qui est dans la calèche. Oh oui. Ah oui, Oh oui. le caméo de Judi Dench, T'as mais oui, c'est vrai. Il y a, pour situer, donc Jack Sparrow se faufile dans une calèche à un moment donné pour échapper à je ne sais plus qui, et il commence à un peu embrasser le cou d'une vieille dame noble qui est jouée par Judi Dench. En fait, il lui pique sa boucle d'oreille, on le Avec voit la après. bouche, oui. Mais non, il lui lèche un peu le cou, puis il sort de la calèche et elle fait « Oh, c'est déjà fini ?» Ouais, c'est trop marrant. C'est rigolo. Et je Ouais, trouve que, en c'est plus, vrai. j'adore cette actrice. La voir là était assez. Je m'attendais à la voir plus dans le Dans film. la non, elle bonne est juste société là, quoi. londonienne. C'est non, assez rigolo, c'est quoi. bien fait. Mais voilà, après, elle est plus là. Donc, je pense que C'est c'est le 10 seul moment où secondes, j'ai ouais. ri du film. Il est quand même relativement moins drôle, quand même. Ouais, Et Johnny je Depp. trouve que Barbossa est plus drôle que Jack Sparrow. Tout à pour le fait, coup, tout cette à fois-ci. fait. Non, celui-là, ouais, tout à fait. C'est là que je disais tout à l'heure, quand Ouais. sa première apparition maquillée comme Ouais. à la cour. C'est ça. Parce qu'on s'est magnifique. trompé tout à l'heure, c'est Ouais, dans le c'est- 4, effectivement, Oui, qui c'est devient ça. Qui corsaire, devient pas dans le corsaire. 3. Ouais. Et Mais ouais. il est assez beau, quoi, avec son maquillage, il me Ouais. fait rire. Il a ce côté un peu faux noble. Nouveau joué, riche, c'est on voit qu'il a une génial. distance très ironique sur son clinquant, propre c'est statut, génial. quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, Et en tout à même fait. temps, c'est peut-être le film où il fait le plus d'actes de cruauté. Je pense, où là, je le trouve presque à nouveau, presque dans son rôle d'antagoniste du premier film. Parce qu'il n'hésite pas vraiment à être dans cette espèce de caricature du méchant de film qui n'hésite pas à tuer ses propres hommes. Voilà, c'est pas exactement ce qu'il fait, mais il n'hésite pas à les abandonner, par contre. Mm. Ouais. Voilà. Oui, puis il est devenu pirate de Ouais. pirates, donc en étant corsaire, il peut tuer des pirates qui Tout sont à sans fait. foi ni loi parce Tout qu'il a le droit Ouais, de le ouais. faire maintenant de par son rôle de corsaire. Voilà, ce film est plat. J'ai l'impression Un peu qu'on a pas fade, ouais, grand-chose ouais, à tout dire à fait. sur ce film. Je sais pas si ça tient aussi au réalisateur qui change, je sais pas. Rob Je trouve que Marshall. le comique visuel n'est plus là. Ouais, en tout cas, c'est sur ça. ce film-là. Ça, ouais. Ça, j'ai beaucoup senti. Il y a un truc Il y a peut-être moins quand de même maîtrise. pour revenir un peu avec ma casquette d'historien. Vas-y. C'est que c'est la première fois, si je me rappelle bien, qu'il y a présence des Espagnols. Et ça Ah oui, rappelle c'est quand vrai. même un peu. Je ne l'ai pas mentionné. En fait, ils sont 3 à convoiter ce trésor. Ouais. Et il y a Ouais. effectivement les Espagnols qui sont discrets, mais qui Ouais. ont un rôle important sur la définitif, fin. en fait. Ouais. Définitif. À la fin, ouais. C'est Qui eux qui détruisent fontaine. la fontaine de Jouvence. Ouais. Et alors ça, dans une forme d'autre rationalité, une rationalité religieuse qu'on peut aussi ramener à cette époque-là, parce que c'est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres droits que la religion catholique qui puissent faire des miracles. Il ne peut pas y avoir de mythologie qui le Parce que fasse. pour eux, c'est païen, ils le disent. C'est païen, voilà, c'est Mhm. ça. C'est un lieu païen qui fonctionne
fonctionne et donc il faut le détruire absolument parce que seul Dieu peut apporter des miracles, créer des miracles. Ça c'est intéressant parce que ça ramène alors évidemment au cliché de l'Espagne, de l'Empire espagnol, etc. Il y a une scène intéressante où il y a un officier anglais qui tend le drapeau de son roi et il se fait tuer directement par les Espagnols et le commandant espagnol dit vous noterez la bravoure de cet homme. Ouais, donc c'est tous les clichés aussi de la morgue espagnole, castillenne. Mais c'est intéressant parce que ça ramène quand même aux empires coloniaux où on a l'impression dans les 3 premiers qu'il n'y a que les Anglais qui ont droit de cité dans les Caraïbes, quasi, alors qu'en fait ils n'ont pas beaucoup d'îles et c'est surtout les Espagnols qui sont là. C'est dans le tribunal pirate qu'on se rend compte que c'est qu'il y a plus que ça, que c'est international parce on voit un Français, un Espagnol et plein d'autres nationalités. Mais dans les Caraïbes, en fait, c'est surtout les Espagnols qui sont présents. Ils sont en Floride, ils sont au Mexique, ils sont en Amérique du Sud. Ils font tout le contour des Caraïbes. Ils sont à Cuba, ils sont en Hispaniola et les Anglais à l'époque, c'est la puissance montante. Ils ont la Jamaïque et ils ont un grand rôle dans la destruction de la piraterie, mais en réalité, c'est un des acteurs, quoi. Et ça commence à se complexifier à partir du 4, comme ça. On voit apparaître un autre acteur important. Oui, effectivement, sur cet aspect historique, c'est intéressant. Maintenant, sur l'aspect religion chrétienne, ce n'est finalement quand même qu'une redondance du côté rationnel de Beckett. C'est juste que là, c'est le côté catholique qui vient tuer l'aspect mythologique de la piraterie, mais il n'y a pas de réelle nouveauté narrative dans ce rapport-là. Ce qui est peut-être intéressant, c'est quand même dans l'accomplissement de la figure de Jack Sparrow sur la fin, parce qu'il renonce, sa grande quête, ça reste quand même l'immortalité. Et il renonce dans ce film-là, littéralement, à l'immortalité, puisqu'il sauve Véronica, je pense que ça s'appelle. Angelica. Angelica, pardon, Angelica, en lui donnant l'eau de la fontaine de Jonas, qui aurait pu lui donner l'immortalité. Parce qu'elle est blessée mortellement. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a un discours avec Gibbs, justement, qui est super intéressant, où il dit t'as renoncé à ta quête, t'as renoncé à l'immortalité, mais il dit mais j'ai fait un acte qui n'est pas héroïque, mais en tout cas qui est extraordinaire, qui m'assurera en fait l'immortalité dans les esprits et dans l'histoire. Parce que finalement, lui, ce qu'il veut vivre, c'est surtout vivre éternellement, mais comme figure héroïque, et comme figure aventureuse, et pas tant réellement dans les faits immortels, quoi. C'est son image et sa représentation qui veut immortelle. Et là, il y est arrivé à la fin du 4. Enfin, il croit en tout cas y être arrivé en sacrifiant réellement une forme d'immortalité, quoi. Et ça rejoue du coup l'immortalité des capitaines telle qu'elle est faite à l'époque moderne et ensuite dans la littérature. Et ça aussi, ça montre l'iconisation enfin de Johnny Depp et de Jack Sparrow à partir du 4e film. C'est bon, il est iconisé effectivement. Il porte le film. Ouais. À part ça, le 5. Peut-être la figure de Barbe Noire du coup. Ah mais oui, c'est vrai, Barbe Noire, on en a pas parlé. Le seul vrai pirate. Il faut parler de Barbe Noire. Il a existé, il avait vraiment une barbe noire, il avait vraiment des tresses. Voilà. Par contre, il était plus jeune. Mais non, Barbe Noire, effectivement, c'est un antagoniste qui a existé en vrai, qui est un pirate qui a sévi dans les années 1710-1720. Il est mort en 1718, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que on a énormément d'informations quand même sur son existence, parce qu'il vit précisément à l'époque où la piraterie est très attaquée, combattue dans les Caraïbes. Et donc, il va participer à cette époque-là en changeant de camp, etc. À plusieurs moments, le roi d'Angleterre va proposer aux pirates d'être graciés s'ils rentrent dans les rangs. Barbe Noire va le faire, etc. L'apparition de la légende de la Barbe Noire apparaît de son vivant. Donc, il y a toute une série... En fait, c'est une légende vivante qui se développe et en même temps qui décrit toute cette époque de la piraterie finissante dans les Caraïbes, justement. Et ensuite, ça va être visuellement une figure qui va devenir très importante aussi dans la littérature, l'imagerie de la piraterie, cette barbe qui allait jusqu'aux cheveux, en fait, qui couvrait presque toute sa tête. Il avait toute une série de tresses dans la barbe, et on disait aussi qu'il avait des mèches allumées de mousquet dans les cheveux, comme ça il était prêt à attaquer directement. On le montre dans le film, d'ailleurs. Voilà, Barbe Noire effectivement a existé. C'est dommage qu'il ne soit pas un antagoniste un peu plus reluisant dans le film. Ici c'est juste un petit con, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit con. Tout à fait. Pas très sympa. Le 5 C'est plus un faux départ, j'y vais, je pars du 5. On peut y aller sur le 5. Le 5, donc c'est La vengeance de Salazar en français.
Ici, de nouveau, on change d'équipe. Je vais faire tout d'abord un tout petit point sur la production, parce que c'est un peu un gros bordel. En fait, en mai 2011, déjà, Terry Rossio annonce avoir remis le scénario du 5e film, déjà en 2011. Ici, il faut savoir que le film est sorti en 2017. Déjà, ça sent mauvais. Ça commence mal. Rob Marshall avait annoncé que le 4 et le 5 étaient écrits en même temps. Donc, ils sont en train d'écrire le 4 et le 5 en même temps, un peu comme le 2 et le 3. Sauf que les critiques du 4 sont tellement mauvaises que le producteur Jerry Bruckheimer, il demande la réécriture. Il dit non, c'est trop de la merde, on recommence. En janvier 2013, Disney engage Jeff Nathanson pour le scénario et Rob Marshall est écarté de la réalisation. Et donc, on les appelle les Leronberg. En fait, c'est Joachim Ronning et Espen Sandberg. C'est eux qui ont réalisé Maléfique, le pouvoir du mal. Et ils vont réaliser un Tron en 2025. Un nouveau Tron. Waouh, Ouais. Tron, on peut dire Tron. Ouais, j'ai- oui. J'aime bien dire Tron. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est mauvais bizarre, signe Tron. pour ce que ça va donner. J'ai toujours dit Tron, Ah, c'est vrai? je te jure. Ah bon. Tu ne couperas même pas ça parce que c'est drôle. Ok. Mais j'ai toujours dit Tron. J'avais vu le précédent, il est sorti en deux. C'était quand qu'il était sorti le précédent D'ailleurs, le précédent, il avait assez, enfin pas popularisé, mais il avait mis en avant un procédé qui va être utilisé dans. Oh, Dans- quelle belle retombée. Ouais. Quel le t'as vu ça recentrage. Non, dans Tu lances Pirates la des Caraïbes pêche, 5, hein. qui est le de-aging. Et dans le Voilà. de-aging, Ah, oui, dans le ouais, précédent ouais, Tron, il ouais, l'avait ouais. fait pour Jeff Bridges. Tout à fait, Et c'était. C'était Là mieux, aussi, c'était mieux quand même. Tron, c'était mieux, tu veux mais dire. là aussi. Tron, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai toujours dit Tron. Mais je c'est t'en pas prie, grave. pardon. Non, c'est pas grave. Mais donc après, la sortie du film va être reportée par Disney. D'abord, c'était prévu en 2013, puis c'était reporté en 2015, puis en 2016, et puis enfin en 2017, où nous avons eu le malheur donc d'accueillir ce film. Peut-être que le fait que Hans Zimmer ne soit plus à la musique, on ne peut rien dire, c'est fini. Le podcast est terminé. Peut-être qu'on n'a plus Hans Zimmer à la musique, peut-être que finalement cette musique qui nous agaçait un petit peu, on l'aimait bien parce que c'est un peu cata. Donc Jack a sombré encore plus dans l'alcoolisme, hein. Ici totalement, il est un petit peu... Tout le temps bourré. Ouais, il est un peu pathétique. Un redoutable équipage fantôme est mené par le terrifiant capitaine Salazar. Il s'échappe du triangle du diable pour anéantir tous les pirates, mais surtout Jack Sparrow. Le seul espoir, c'est de retrouver le trident de Poséidon pour réussir à déjouer tout ça. Et Jack Sparrow va s'allier avec Karina Slith, qui est une astronome, et le jeune Henry, qu'on a vu au début du film, parce que au tout début du film, qui se passe en fait avant le film numéro 4, en gros, un peu en termes de timing, ouais. c'est un Un peu peu tout en même temporel. temps. On est. Ouais. Parce que voilà, on a un enfant, en tout cas un enfant, on voit qu'il part à la recherche, il part en mer la nuit, et il se fait happer par la mer parce qu'il a trouvé où était le navire, le Hollandais Le volant. Hollandais volant, ouais. C'est ça. On se rend compte que c'est le fils de Will Turner. En fait, c'est au moment de la scène post-générique C'est du 2. ça, exactement même. Du Du 3, pardon. Du 3, ouais, c'est Exactement au ça, même c'est moment, ça, ouais, voilà. c'est ça. Il a le même âge. Donc il s'amène sur le navire parce qu'il veut sauver son père, et son père dit non, ça va, parce qu'on voit Will Turner qui a lui aussi des coquillages un peu sur la tronche, etc. Et il renvoie son fils à la surface, et on voit 7 ans plus tard, donc là il a 12 ans, donc il a 19 ans, 7 ans, je sais plus, enfin... Oui, il a 19 ans. Oui, c'est ça. On voit 7 ans ou 9 ans plus tard, on voit ce jeune homme. Alors, si on trouvait que Orlando Bloom était insipide, alors là, on a trouvé Son digne maître, successeur. son digne successeur. Et dans- Bah, c'est de la même famille, hein. Bah donc, ouais, c'est ça. c'est assez catastrophique. Parce que donc on a ce jeune Henry qui est devenu pirate, qui essaye à un moment donné de déjouer un peu ce qui se passe, qui a l'air d'assez fort s'y connaître, mais personne lui donne beaucoup de crédit, sauf Karina Slith, l'astronome, qui va s'allier avec lui pour aller sauver tout ça. Tout cela. Ouais. Merveilleux film. Et lui, il veut le trident dans le but de supprimer la malédiction qui. Oui, là, c'est C'est ça. ça. Oui, de Oui, parce que le Salazar. trident de Poséidon, apparemment, a le pouvoir de supprimer toute forme de malédiction qui pèse Liée sur à la mer. l'océan, Ouais, liée à la voilà. mer. ouais, Qui c'est ça. pourrait comme ça sauver son papa Ah oui. C'est des ça. flots. Qu'avez-vous Qui est pensé maudit. de ce film, sans mon avis? C'est ça. Un peu dans la... Pardon, je souffle, c'est ça. Non, pas de- Un peu dans la continuité du 4. hein. Moi, je trouve globalement c'est un film dispensable, qui est pas désagréable à regarder, qui a des aspects quand même intéressants. Javier Bardem est quand même plutôt bon. Hein.
Il joue bien les méchants, quand même, il n'y a rien à faire, il est quand même doué là-dedans. Il est assez effrayant, son personnage est quand même plutôt bien réussi, même si ça fait un peu redite. C'est de nouveau une sorte de capitaine mort-vivant qui veut tuer Jack Sparrow. À un moment, c'est depuis le 1 qu'ils font ça. Donc, c'est le 3e celui-là. C'est ça. Ouais. Donc il y a une sorte de redite, mais bon, visuellement, il est plutôt réussi. L'acteur est quand même super bien. Tu trouves que visuellement, le film est réussi ? Non, le méchant Javier Bardem est quand même plutôt réussi, assez effrayant, il marche bien, ouais. C'est marrant, c'est le compagnon de Penelope Cruz en plus, du coup. Oui, c'est vrai, oui. C'est rigolo, ça. Chacun dans un film. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça tire... on sent bien qu'on est un peu en fin de... C'est pas étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de 6, parce qu'on sent bien qu'ils sont en train de tirer sur la corde à fond. Il n'y a pas de renouvellement. Et surtout qu'il relie tout à tout, parce que je ne l'ai pas dit, mais Karina, parce qu'on peut spoiler, Karina, c'est la fille de Barbossa. C'est ça. Qui est l'aspect un peu touchant quand même du film, moi je trouve... Ça donne une dimension supplémentaire. Alors c'est vrai que ça vient de nulle part. Barbossa a une fille, on savait. Ça va nulle part. On lui tape encore une romance. C'est ça. Il a tellement été construit comme comique. La petite scène où il se sacrifie pour elle. Et tombe un peu en plus dans une chute d'eau au milieu de la mer. C'est ça. C'est un peu bizarre, même l'endroit est bizarre. Mais en plus, il y a un côté vraiment clôture de la saga parce qu'effectivement, en supprimant ce trident de Poséidon, il supprime. Toutes les malédictions et donc un peu toute la magie qu'il y a sur les mers, il la supprime en détruisant. Donc il y a un côté un peu fin d'époque. De la mythologie. Là, on a vraiment l'impression qu'on est à la fin de la piraterie, quoi, à la fin de la scène post-générique. Oui, il y a une scène post-générique, effectivement. Il y a une scène post-générique. David Jones revient. On ne sait pas, il a rêvé. Mais ce qui n'a aucun sens. C'est juste pour dire, faire dans le film. Si ce film fonctionne au box-office, peut-être qu'on vous en fera un 6, on verra, on vous la place comme ça pour faire plaisir. On n'en veut plus. Mais moi je trouve que ce duo, parce que évidemment Karina et Henry sont amoureux, je trouve que ça fait Fadas 2000 de la romance de la première trilogie. En plus, ce que j'évoquais plus tôt, en fait, c'est ce que j'évoquais plus tôt, c'est que j'ai l'impression que chaque film cherche à me mettre une romance que j'ai jamais demandé, en fait, dans ces films-là. C'est vraiment chaque fois ce qui me dérange dans ces films. Les romances pas attendues, voilà. Et en plus, là, on a vraiment l'impression qu'ils mettent une femme forte parce qu'il est temps quand même d'en mettre une, mais c'est mis au forceps, c'est une scientifique, machin. Qui est considérée comme sorcière d'ailleurs. Donc ça, je sais pas à quel point les réalités de l'époque. Donc je sais pas si tu as un avis là-dessus par contre. Toutes les femmes étaient considérées comme sorcières dès qu'elles aimaient bien un peu les herbes. Une femme de science. Voilà, disons, c'est un tout petit peu intéressant parce que c'est la première fois qu'ils ouvrent la question à la fois de la science, qui est on est à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, c'est quand même un des grands traits de cette époque-là, siècle développement de la science expérimentale, et en parallèle la chasse aux sorcières, la figure de la femme qui ne peut pas être scientifique, qui doit être sorcière. Maintenant, voilà, c'est traité un peu n'importe comment. C'est très tard dans la question de la chasse aux sorcières. Tout le monde a l'air idiot et considérer que dès qu'elle fait des calculs exacts, c'est une sorcière. Non, évidemment, non. C'est pas du tout en plus la question de l'Église. C'est vraiment des gens dans la rue qui la voient dire des choses intelligentes, ça la rend sorcière. Donc en fait, ça renverse presque le système parce que ça rend le personnage inintéressant et le reste des gens autour encore plus bête. Et je sais pas si le traitement du coup rend les choses intelligentes, quoi. Si vraiment il fallait parler de sorcière dans ces conditions-là. Effectivement, le personnage n'est pas super riche, l'actrice n'est pas super riche. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est pas une mauvaise actrice. Pour ceux qui ont regardé Skins quand ils étaient ados ou post-ados, elle était assez excellente et je l'ai revue récemment dans d'autres séries et j'ai vraiment l'impression que c'est la direction d'acteur qui merde en fait sur ce film. Oui, parce que même Johnny Depp est pas très bon. À côté. Enfin, moins bon dans les autres. Oui, c'est ça, ils sont tous à côté. Je pense que la direction d'acteur, elle joue quand même beaucoup. C'est pas qu'une question de talent de comédien, quoi. C'est ça. Moi, je pense qu'il était déjà un peu destroy dans sa propre vie à cette époque-là, mais clairement, il est vraiment moins bon dans celui-là que dans les autres. Ouais, tout à fait. Puis visuellement, c'est dégueulasse, quoi. À partir de quand spoil, donc Barbossa, comme de toute façon tu l'as déjà dit, se sacrifie pour sa fille, la scène est moche. Et après toute cette fin où on voit ils vont sur la colline et que son père arrive des flots, tout ça, mais visuellement c'est extrêmement moche. Et puis il y a un vrai problème narratif dans l'univers complet, Totalement. C'est que ça vient contredire tous les films d'avant, parce qu'il rajoute cet artefact-là ultra puissant qui est le trident de Poséidon. Mais en fait, dès le premier film, c'est ça qu'il devait aller le chercher. Alors, et puis c'est quoi le rapport avec
Calypso du coup. Enfin, Mais oui. comment Oui, est-ce c'est ça, y a rien qu'il peut qui y avoir un fonctionne. univers où les Ouais. deux existent en parallèle Surtout Tout que à fait. Barbossa a Et- donné consciemment à sa fille la pierre, donc il sait très bien où elle est, il sait très bien que ça existe. Enfin, c'est ce qu'on apprend dans le 5. Mhm. Donc dès le 1, en fait, donc Ouais. tout vient invalider toutes les aventures des 4 premiers. Alors qu'ils ont Carrément. essayé d'être assez comme parce que nous on s'en rendait moins compte, mais avec toi on se rend compte qu'ils ont quand même par moments essayé d'être assez Il y a réalistes une pour logique certains quoi. points, Ouais. et que là tu te dis mais non c'est dommage quoi, c'est dommage. Mhm. Et une autre grosse incohérence, moi, qui m'a gêné, mais je sais pas si on peut appeler ça une incohérence, mais ce que je ne comprends pas, c'est le lien qui existe entre le compas de Jack Sparrow et cet équipage qui, dès le début, dit la clé, c'est le compas de Jack Sparrow. Pour qu'on puisse l'attaquer. Je ne sais pas vraiment pour. Je trouve que le film explique très mal le lien Ouais, entre ouais. les deux. Tu vois, en fait, il y a l'idée qu'à un moment ils s'en séparent et que la prophétie dit que quand tu te sépares volontairement de ce compas, donc que tu trahis le compas, si le compas sert en fait à t'indiquer ce que tu désires le plus au monde, si tu le trahis, en fait, il va te révéler ta plus grande peur. C'est Et ça veut dire qu'à partir de là, la plus grande peur de Jack Sparrow, alors que lui objectivement avait oublié qu'ils Ouais, existaient, donc exactement. déjà ça c'est un Ouais. non-sens absolu. C'est cet équipage de morts-vivants qui se réveille et qui va l'attaquer, sauf que ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant de montrer ça, il y a le personnage donc de Salazar qui interpelle Henry Turner, qui est le dernier survivant d'un bateau, et qui lui dit voilà, tu vas passer un message à Jack Sparrow puisque tu sembles le chercher, tu vas lui dire je sais plus ce qu'il lui dit, mais en tout cas il lui parle du compas, donc il a l'air d'avoir la conscience que c'est lié à ça, et je trouve que rien ne tient en fait Non, dans la construction d'univers. Là C'est il n'y a ça. rien qui tient. c'est ça. Et Surtout qu'il ça, il rajoute cette idée un peu de trahison du compas, mais en plus c'est un objet qui n'arrête pas de s'échanger dans les 4 premiers films, mais en permanence, ça passe d'une main à l'autre, Mais oui. et ça ne provoque rien, et là tout d'un coup, s'en séparer est devenu un drame Ouais. effroyable. je veux bien suspendre un peu mon incrédulité Ouais, c'est ça. à plein de moments, mais là, ça fait vraiment beaucoup. Dans le 5, il y a vraiment beaucoup de ces éléments-là, de ces petites merdes-là qui nuisent à la compréhension globale de l'univers. Et donc, oui, comme vous, moi, à un moment, je déconnecte sur un film comme ça. D'autant plus que les moments de bravoure, enfin surtout à l'image, enfin en comparaison avec ce qu'on a pu avoir dans la trilogie originale, je Bien trouve sûr. que tout était un peu mou, et c'était aussi le problème du 4, hein, pour moi. Ouais. Oui, il n'y a Voilà. pas de grande scène. Pas de grande Peut-être la scène finale avec l'ouverture de la mer là, Voilà. et l'encre, même ça, Même, ça défie en Même plus parce qu'en les fait, en lois de la termes- physique. et même en termes de scénographie, de c'est visualisation ça, de l'espace, je parce comprends que- pas trop ce qui se passe. Tu te dis que le premier c'est 2003 et c'était en 2017. Ouais. Ouais. T'es 14 ans après le premier, Et t'as l'impression que ça a moins été fait 10 ans avant. beau. Ouais, moins c'est beau. fou. Hein. Ouais. Alors que les films ont pris de plus en plus de budget. Il y a un truc moi qui m'échappe totalement en termes de production. C'est le cachet visuelle, des quoi. acteurs. Ouais, à mon avis, c'est Peut-être. ça. C'est ça. Un truc Bah, qui mine m'a de rien, c'est un marqué. vrai problème dans le cinéma, effectivement. Ouais. Hein. Les budgets qui augmentent, c'est aussi les cachets des acteurs qui augmentent. Hein. Un truc qui m'a marqué pour le visuel, etc. Je trouvais qu'en fait, ça rentrait pas mal dans tous les Marvel et tout ça. L'imagerie aussi, Mais ouais. et notamment l'imagerie à la fin, très Aquaman, très Très super héroïque. très coloré, Très fond vert. l'ouverture de... Pardon. Très Très fond fond vert. vert. Ouais, exactement. Ouais. Et je trouvais qu'en fait, il y avait aussi un changement entre l'époque des Max Feature, où on faisait encore des bateaux en taille réelle, et puis là où on a une imagerie très proche et en plus un de-aging. Voilà, je sais pas si on doit Oui, en donc reparler, il y a mais- effectivement une scène de flashback où on voit Salazar avant qu'il ne devienne mort-vivant, où on voit son altercation avec un tout jeune Jack Sparrow qui devient capitaine en fait à ce moment-là, et où là il y a effectivement un de-aging sur le visage de Johnny Depp qui... Surtout qu'il a commencé sa carrière tôt, donc on sait à quoi il ressemblait quand il était jeune. Oui, c'est Johnny ça. Depp, tu vois, ça veut dire, C'est ça. il ressemblait pas à ça. À la limite, tu vas reprendre son visage dans les Dans griffes de Freddy. la nuit. Oui, c'est ça. Dans les griffes de la nuit, tu vois bien que c'est pas ça du Ouais, tout. c'est ça, quoi. Ouais. Non. Donc, On dirait qu'ils ont effacé sa barbe sous Paint là, et du coup, en plus, ça réduit un peu la taille de son visage. Ouais, Comme il y a ça. quelque Non, chose c'est d'étrange. affreux, quoi. Et puis, selon l'éclairage de la scène et l'angle selon lequel on le filme, il y a des moments où vraiment on a l'impression du plaquage, D'un le faux- vraiment plaquage d'un du faux, faux ouais. visage. On ouais. avait parlé de ça aussi dans le dernier Indiana Jones. Enfin, on n'en avait pas Ah parlé oui. parce qu'on a parlé des 4 puis on a été voir le 5, mais t'as le même délire sur le visage. J'ai l'impression C'est que pas abouti à quand cette ça technique-là. bouge, il y a le ouais. truc qui bouge pas en même temps. Ouais. Quoi. C'est Ouais, ça. ouais. Euh, C'est la vallée de Contrairement à l'Essence, Tron, Ouais, c'est où ça. là. Tron, tu veux dire Ah, Tron. C'est fou ça. Donc effectivement, c'est un épisode vraiment mineur. Mais j'aime bien aussi Salazar quand même et l'équipage. Je trouve que, comme toi, le traitement est pas mauvais. Visuellement, ça va encore. Le traitement est meilleur que celui de Barbe Noire. Il est meilleur, ouais. Le C'est un personnage meilleur est plus méchant, tout à fait, intéressant. ouais, ouais. ça, Oui, ouais. d'ailleurs, C'est un vrai le- méchant. Enfin, Et d'ailleurs, le il va personnage jusqu'au bout, est là. espagnol, il me semble. Ouais, il est hein. espagnol, Ouais, donc ça euh, aussi, ça renvoie voilà, de ce côté en tant qu'historien. Je trouvais ça pas mal. Et ça c'est un chasseur ouvre de sur pirates. d'autres- Ouais, Voilà. exactement. Donc ça colle en fait de ce côté-là. Ouais, c'est une des seules choses que je trouvais bien.
Bon, peut-être Saint-Martin au début, la banque, allez, Oui. la scène de début est quand même assez rigolote et inventive visuellement, je c'est trouve. vrai. Et assez fidèle au personnage Oui, de c'est ça, Jack, etc. exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'elle est pas mal cette scène-là. Ouais. On essaye de redonner un peu des potes à Jack aussi ici. Hein. Il est un peu Ouais. moins seul. Il tu récupère vois, il est- Ouais, il a un son peu un équipe. équipage composé Ouais. de différents personnages à travers les 4 Ouais. épisodes. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, que Ouais. le film prend soin de bien montrer au début, justement. Hein. Ouais. On montre bien le nain. D'ailleurs, etc. il y a- Tu vois, des Regardez, on D'ailleurs- vous les a remis. Ouais, Et c'est d'ailleurs, vrai, il y a- c'est revenez. copain. il y a un des acteurs du Hobbit qui joue Oui, un des tout nains. à fait. Et Ouais. qui cabotine pas mal d'ailleurs. Ouais. Ouais. Parfois, il essaye d'être plus Jack Sparrow que Jack Sparrow. Ouais. Le C'est ça. singe revient. Moi, je suis contente. Oui, Ouais. effectivement. Alors, il faut Ouais. imaginer que pendant que je Il y regardais a le le film, pote j'ai de quand, même, Jack, j'ai quand même été googler le singe, voir si c'était le même que dans Very Bad Trip, mais non, ce n'est pas le même que dans Very Bad Trip. Non. parce qu'il lui ressemble un petit peu. Ah oui. Non. Bon. Et dans Very Bad Trip, c'est une femme. Et il faut imaginer que sur Wikipédia, ce singe a une fiche Wikipédia où il y a une section vie privée où on dit avec qui il Ah, habite carrément. et tout. C'était génial. Mais c'est pas juste parce que c'est pas l'acteur de Pirates des Caraïbes, mais c'était quand même drôle d'imaginer la section vie privée pour, Ouais. Pour le singe. Pour Je le dis singe. singe. Oui. Voilà. C'est ça. Écoutez, l'avantage, c'est que dans le cadre de Réjouissance, vous n'allez pas nous projeter le 5, mais le premier film, Ah C'est ouais, tout à fait. qui est c'est ça. plutôt meilleur. Qui est bien. Moi, et j'aime bien. Hein. Donc, Ouais, j'ai regardé plein de fois. J'ai regardé une bonne quinzaine de fois quand j'étais jeune. Ah ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que je pense que ça fait 1 an ou 2 que Vincent me propose qu'on fasse Pirates des Caraïbes au popcorn. Il disait moins vivante jamais. J'avais dit ça pour Merci, Indiana Nicolas. Jones. J'avais dit ça pour Indiana Jones. On l'a fait dans le cadre de la projection du nouveau. J'avais dit ça pour La Momie qu'on ne fera pas. Non, Sauf d'accord. si vous me tapez une projection de La Momie l'année prochaine. Ça peut Ici, se faire. Hein. On peut s'arranger. On verra ça avec Vincent en Ici, off. quand Nico nous a envoyé le message, Vincent, t'as réussi à. C'est toi qui a soudoyé Nico Même pour pas. combattre. C'est Ça, même peut-être pas. une nouvelle malédiction. hein. Ouais, c'est ça. Le trident n'a pas été détruit. Mais j'avoue que j'ai pas passé un mauvais moment pour le premier, donc allez, merci de m'avoir fait redécouvrir ce film. C'était quand Et même le 2 cool. quand même, non? Le 2, oui, le Ouais. 2, le 2 était pas mal. Et, maintenant, voilà, j'ai ri quand même. Ouais, moi pour le mot de la fin, j'ai envie de dire précipitez-vous, regardez le 2, hein, parce que je trouve que vraiment le 2 fonctionne. venez voir le 1. Et Ouais, venez venez voir le un, un. Venez voir le 1 aussi, surtout, évidemment. surtout, évidemment. Vous pouvez rappeler, Oui, vous mais pouvez au peut-être rappeler quand même la projection. Oui, donc c'est le 16 mai à l'Université de Liège, place du 20 août, dans la salle Goto. Voilà, projection. Et il y aura un fléchage. Oui, j'avais Il y aura demandé, un est-ce qu'il y aura un fléchage, oui, fléchage bien sûr, bien Ça sûr. va. J'espère qu'on vous Et on trouve les infos sur le site de l'Université de Liège et de Réjouissance notamment. Il faut acheter des préventes. C'est gratos. C'est gratos. Oh, mais il faut gratos. réserver. C'est mieux. C'est mieux, sur le bien site sûr, mais la de salle est grande, mais l'université. Mais on ne c'est mieux. rejettera personne, évidemment. Ça Oui, la salle est grande. La salle est Super. grande. Ouais, De toute c'est façon, ça. on mettra les liens aussi. On mettra le lien de réservation peut-être sur nos différentes plateformes pour que vous puissiez aller rencontrer ces jolies voix en vrai. Voilà. Merci beaucoup et Merci à vous. bonne Surtout, merci soirée. à vous, À ouais. bientôt. Au revoir. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier.